fleurir à mon beau château. Bonsoir. Pour cette édition spéciale, nous avons choisi le pouvoir syndical comme thème de réflexion. Je dis bien de réflexion car au-delà des conflits que nous connaissons actuellement, nous voulons essayer de prendre le temps pendant 1h30 de réfléchir à ce qu'est le pouvoir syndical actuellement, à ce qu'il pourrait devenir dans les années prochaines, peut-être avec l'Europe, comment il s'exerce et quelle est sa réalité. Il faut savoir que nous sommes le pays le plus faiblement syndiqué d'Europe. Il y a 30 ans 20% de salariés syndiqués en France, il n'y a plus que 9 à 10%. C'est sans doute l'une des questions qu'on pourra poser à nos invités. Et nos invités, c'est sans doute ça le côté exceptionnel de cette édition spéciale. Nos invités sont réunis pour la première fois, tous ensemble. Regardez-les, c'est rare. Je crois que c'est sans doute la première fois, messieurs, que vous faites cette photo de famille. Vous êtes tous les 6 là. Et je connais certainement quelques nostalgiques de 1er mai unitaire qui voudraient bien vous trouver prochainement dans les rues. Alors je vais quand même vous présenter un par un. Comme ça, vous pourrez tranquillement tous les reconnaître. Jean Bornard pour la CFTC. Monsieur Markelly pour la CGC, Monsieur Krasuki pour la CGT. Quelqu'un qu'on connaît peu encore, c'est Jean Caspar, c'est le successeur désigné d'Edmond May, enfin désigné, ça se fera au Congrès à la fin du mois. Jean Caspar, André Bergeron pour Force ouvrière, et puis Yannick Saint-Bron pour la Fédération de l'éducation nationale. Alors merci d'avoir accepté de jouer le jeu, de parler du pouvoir syndical, de discuter aussi éventuellement de conflits récents avec des représentants des coordinations qui sont sur ce plateau et nous verrons ce que l'on peut en penser. Je vous propose d'abord de bien écouter 4 témoignages. Nous les avons recueillis dans un foyer de jeunes travailleurs, c'est à Colombes en banlieue parisienne. Je crois qu'ils traduisent bien ces 4 témoignages de jeunes, la méfiance qu'on peut avoir à l'égard du pouvoir syndical. Alors il y en a un qui par exemple va dire il s'est senti lâché, il y en a un autre qui se méfie de la politisation, et puis le premier que vous allez entendre, il s'appelle Fabrice, il est électricien et il ne sait même pas à quoi ressemble un syndicaliste. Je suis électricien et puis on est amené à être séparés sur les chantiers. Donc les syndicats ne sont jamais venus nous voir personnellement ou... Mais toi, tu serais pas allé vers eux? Bah disons que je les connais pas. Et en plus, ils se présentent pas. Donc aller devant des gens que vous connaissez pas, c'est pas évident. Moi je pense que quand quelqu'un est embauché, il devrait se présenter à eux. C'est la logique des choses, je trouve. De venir vers le nouvel employé et se présenter, dire je suis tel et tel syndicat, ou c'est ça qu'ils devraient faire. Mais c'est ce qu'ils font pas d'ailleurs. Moi j'ai eu le cas d'un patron qui m'a dit textuellement, une fois j'ai pressenti qu'il y avait 2 gars de syndicats qui allaient venir dans ma boîte et je les ai virés aussi secs. Donc tu crains, toi, de te retrouver à la rue? Ah oui, je crains énormément. Moi, t'as le choix entre le syndicat ou l'emploi. Et vu ce qui se passe en ce moment, bon, tu préfères ton emploi. Hein. Et tu penses que les syndicats ne peuvent pas l'éviter, ça? Non, parce qu'on est une petite boîte, et puis les syndicats, à mon avis, ne s'intéressent pas aux petites boîtes, s'intéressent qu'aux grosses boîtes qui peuvent leur servir plus tard. Ben, moi, déjà, dans mon entreprise, j'ai le choix entre 2 syndicats. Un syndicat que je qualifierais de patronal vu qu'il est en accord complet avec la direction, et un syndicat qui est plus revendicateur et plus dangereux pour ma stabilité d'emploi. Les syndicats sont un peu trop politisés à mon goût. C'est-à-dire? Ils sont trop liés aux partis politiques. On ne sait même plus à qui s'adresser, si on doit s'adresser aux partis politiques que les syndicats, par lesquels les syndicats sont influencés, ou si on va s'adresser à un syndicat, on adhère à un syndicat et puis il nous remet carrément, en même temps que la carte d'adhésion syndicale, il nous remet la carte politique. Comment tu t'es fait cette idée-là? Parce que j'entends autour de moi, vu que je ne fais pas partie de la population active, je ne suis pas directement informé. Donc par les gens Par quoi tu es informé alors? Par les médias ou par les gens qui travaillent, par les travailleurs. C'est bon, hein? J'ai été licencié il y a 4 mois. J'ai été licencié abusivement. J'ai été donc voir de ce fait l'inspection du travail. Mon cas ne les a pas intéressés, peut-être parce que j'étais tout seul. Alors pour appuyer mon dossier, j'ai été demander un peu de l'aide à l'Union syndicale de Colombes. Et là aussi, j'ai trouvé l'incompréhension, puisqu'ils m'ont beaucoup plus parlé d'une aide financière
que je devais leur fournir pour payer leur avocat, plutôt que d'essayer de débattre sur mon dossier pour les histoires... Pour les démarches à effectuer. Pour les démarches à effectuer et comment ça allait se dérouler. Et quelle a été ta réaction à ce moment-là? Un peu dégoûté. Voilà, je ne sais pas s'ils sont très représentatifs, mais j'ai quand même retrouvé dans un numéro de l'Humanité Dimanche récent une enquête Ipsos sur les salariés qui jugent les syndicats. On parle des freins de l'adhésion. C'est d'abord la politisation, ensuite peu de résultats obtenus, la crainte de perdre son emploi, division syndicale, l'obstacle à la promotion d'entreprise, la crainte de sanctions patronales. Au fond, tout ce que disent tous ces jeunes là comme ça. Alors j'ai envie de vous demander à vous tous, que fichent vos permanents? Ils n'ont pas l'air d'être là. Vous avez entendu, il y a des jeunes qui disent mais on ne les voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'accueil parmi vos permanents? Réponse qui veut le faire, Jean Caspar. Oui, je crois qu'il faut reconnaître que ces images ont quelque chose de terrible, de voir des jeunes qui aujourd'hui disent « syndicat connaît pas ». Alors que si on s'interroge un peu sur l'évolution de la société, que seraient nos sociétés s'il n'y avait pas eu d'organisation syndicale, s'il n'y avait pas des structures qui essayent de combattre l'injustice? Moi j'étais très frappé quand on relit l'histoire du syndicalisme, c'est qu'il y a une certaine période, avant la guerre, il y avait un côté famille, avec beaucoup de contraintes d'ailleurs, des règles très précises. Et là, c'est justement, tiens, il vient même pas me voir. Non, mais je crois que ces jeunes posent tout la nécessité de l'adaptation de notre syndicalisme. C'est vrai qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Nous avons besoin de réfléchir sur les mutations profondes qui s'opèrent aujourd'hui dans la société. Nous avons besoin de changer, de prendre en compte un certain nombre d'évolutions. Et je crois que ces jeunes le disent, c'est un cri que ces jeunes nous adressent aujourd'hui. Quand par exemple ils disent, dans les petites entreprises, il n'y a pas de syndicat, c'est vrai. Dans la majorité des petites entreprises, il n'y a pas d'organisation syndicale. C'est une priorité pour nous. André Bergeron. Oui, moi je voudrais dire, d'abord, il ne faut pas généraliser en partant de quelques interviews de cette sorte. C'est vrai, mais il y a des enquêtes qui corroborent bien. J'entends bien. Mais enfin, ce qui ressort de la déclaration faite par un de ceux que vous venez de nous montrer, est qu'on assimile volontiers le syndicat à une sorte de service public. Oui, on attend quelque chose de... Oui, mais justement, le syndicat n'est pas un service public. Le syndicat suppose un engagement de ceux qui y adhèrent. Et ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé. Alors là, vous voulez dire, vous avez l'impression que les jeunes, eux, n'ont pas vraiment envie d'adhérer parce qu'ils ont peur de se sentir trop engagés, trop liés? Peut-être n'a-t-on pas suffisamment expliqué ou n'explique-t-on plus suffisamment ce qu'est le syndicat. Dans l'esprit de beaucoup, le syndicat est quelque chose qui doit être à la disposition de tout le monde comme ça, comme une administration. C'est pas ça le syndicat. Le syndicat, c'est pas Bergeron ou n'importe quel autre. Le syndicat, ce sont les femmes et les hommes qui décident de se rassembler pour défendre ensemble leurs intérêts matériels et moraux. Je ne dis rien de très original, seulement il faut se garder de trop généraliser des images de cette sorte, parce que vous savez, moi je veux bien... C'est la réalité, vous le savez bien, je suppose que ça vous a pas surpris. Non, c'est pas toujours la réalité, ça dépend des militants, ça dépend de la manière dont fonctionnent les organisations. Seulement les organisations ne peuvent fonctionner qu'avec des militants, vous comprenez, c'est là où il faut bien expliquer aux gens que les militants syndicaux, ce sont des gens qui ont des responsabilités, qui leur sont confiées par les adhérents du syndicat, mais ce n'est pas un service public, vous comprenez? Henri Krasuki. Ça vous a surpris ou... Non, pas surpris, mais effectivement, heureusement qu'il existe de nombreux jeunes qui participent à la vie syndicale, à l'action syndicale. C'est pas beaucoup, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Avant de répondre, si vous ne laissez pas exprimer et rétablir l'équilibre, vous auriez pu faire un reportage et j'aurais pu vous conseiller un certain nombre d'endroits qui n'ont rien d'exceptionnel. Vous auriez d'abord vu des jeunes qui se battent et qui s'organisent. Et en même temps, ce que vous avez montré est vrai. Les deux choses existent. Et même, ça pose une très grande interrogation. Alors, ne soyons pas unilatéral. Pour une part, celui qui dit c'est ça ou perdre mon boulot parce que je suis dans une petite boîte et qu'il n'y a pas de syndicat et que c'est pas possible d'avoir un syndicat dans cette boîte, c'est une réalité pour le syndicat. Des sanctions patronales. Ça existe. Et vous comprenez, ça devient un acte de courage d'être syndiqué alors que ça devrait être une chose élémentaire, un droit. Bon, ça existe. Et bien d'autres choses de ce genre existent. Et en même temps, je le dis en toute sincérité, il est vrai que le syndicat, moi je parle pour la CGT, je suppose que chaque syndicat a des questions à se poser. Quand on entend ça et qu'on le sait, nous avons des questions à nous poser, nous les posons. Quand ce jeune, le premier, dit mais le syndicat, il devrait d'abord m'accueillir
s'il existe évidemment dans l'entreprise. C'est vrai, c'est frappant, il dit Mais pourquoi il n'est c'est pas tout à- venu me voir quoi. Mais Pourquoi il est venu ce qu'il dit, c'est que nous disons qu'il faut faire, beaucoup le font, heureusement, Ouais. et d'autres non. Eh bien, il nous montre des défauts réels que nous nous efforçons de surmonter, parce que nous ne nous croyons pas parfaits, pas du tout. Yannick Saint-Bron. C'est vrai que ces témoignages sont assez terribles pour des syndicalistes, mais ça ne fait que confirmer ce qu'on sait. Il y a une crise dans tout le syndicalisme dans les pays industrialisés, mais il y a une spécificité française que vous avez indiquée d'ailleurs dès le début avec des chiffres. Et l'une des causes principales de cette spécificité, c'est la politisation. La politisation, pourquoi? Mais pourquoi? Mais il suffit de regarder cette table. Regardez, on est 6. Oui. Eh ben oui, eh ben c'est beaucoup trop. Parce que 6, ça alors veut vous allez- dire... Attendez, vous allez me dire qui est en trop là, ça sera Non, mais ça va régler le problème. Mais le problème se trouve pas posé un terme comme ça. Mais un jeune qui veut se syndiquer, il se pose la question, est-ce que je dois me syndiquer? Mais immédiatement, il faut qu'il se pose une autre question. À quel syndicat dois-je me syndiquer? Et à cette question-là, c'est pas facile de répondre. Souvent d'ailleurs, Et est-ce que vous avez la pas l'impression que réponse souvent est- il se pose la question quel est celui qui va me rapporter le plus? Non? Ah oui, C'est ben, pas ça? peut-être, peu importe, mais il se pose la question, à quel syndicat dois-je me syndiquer? C'est une question qui est très rapidement politisée. Très rapidement politisée. Par conséquent, il y a là un vice Mais attendez, fondamental au niveau de elle est politisée l'Europe. par qui? Par vous ou elle est politisée par qui? Bon, enfin, on sait bien qu'il y a des tensions. Moi, écoutez, ça fait plus d'1 an que je suis secrétaire général de la FEN, et il y a des camarades autour de cette table, c'est la première fois que je les rencontre. Ah oui. Il y a quand même un problème. Vous me téléphonez, moi j'organise des trucs, ça peut se faire. Jean Bornard. Jean Bornard. Moi, je voudrais faire 2 remarques. Je crois qu'il y a tout de même une question très grave quand les gars, là, les jeunes, parlent des syndicats. Mais les syndicats, c'est qui? C'est effectivement les travailleurs qui s'organisent. On a un problème, on s'en occupe avec d'autres collègues. Donc les syndicats, c'est une expression tout à fait normale des travailleurs organisés. Et ça, c'est une conception fausse, parce qu'on attend quelque chose des autres au lieu de s'occuper de ses propres affaires. Elle est peut-être fausse, mais elle est réelle. Hein, mais je ne sais pas s'il n'y a pas une démission très générale. Alors le résultat, c'est qu'un jour, vous avez un groupe de travailleurs qui prend un coup de sang, alors que le syndicat, c'est une action profonde qui a monté les ACDIC, la sécurité sociale, à qui on doit beaucoup. Jean Bornard, attendez, deuxième- sur l'acte volontaire, par exemple, on sait qu'il y a quelques organisations qui recrutent très facilement des adhérents. C'est SOS Racisme, c'est des organisations humanitaires, qui donc peut-être un système d'accueil ou un système d'engagement qui valorise plus ceux qui y vont, non? Moi, je crois qu'il y a un sens des responsabilités très fort qui doit être développé dans ce pays. On attend quelque chose des autres. Mais bon sang, il faut que les gens s'occupent eux-mêmes de leurs affaires. Je crois que c'est d'abord ça le syndicalisme. Puis je me permets d'ajouter une deuxième réflexion qui vient notamment d'un des témoignages, et j'ai été un peu surpris d'une remarque de l'enquête de la CGT. Ah non, non, c'est pas la CGT, Non, non. c'est Ipsos. Hein. Pardon, Ipsos. j'avais cru. C'est une enquête Ipsos, c'est les salariés jugent les syndicats. mais elle est très intéressante, qui vous dit- avez raison. Non, mais- Et Paul qui dit- Markelly et Yannick Saint-Bron ont répondu d'ailleurs Qui dit, dans le de journal. façon très claire, une des raisons majeures, on refuse la politisation. Eh bien ça, je crois que c'est et peut-être que les médias sont un peu responsables. Quand on parle du syndicalisme, c'est comme quand on parle des patrons. Je crois que c'est quand même un petit peu plus nuancé. Enfin, il y a une série d'organisations. Saint-Bron dit qu'il y en a trop. Mais s'il y en a trop, c'est qu'il y a des raisons, peut-être. sensibilités À la CFTC, on a refusé la politisation syndicale. Je pense que Caspar ne me démentira pas quand je dirais que c'est une des raisons majeures du syndicalisme. Puis je me permets d'ajouter une deuxième réflexion qui vient notamment d'un des témoignages, et j'ai été un peu surpris d'une remarque de l'enquête de la CGT. Ah non, non, c'est pas la CGT, Non, non. c'est Ipsos. Hein. Pardon, Ipsos. j'avais cru. C'est une enquête Ipsos, c'est les salariés jugent les syndicats. mais Elle est très intéressante, Qui vous dit- avez raison. Non, non, Et mais Paul qui dit- Markelly et Yannick Saint-Bron ont répondu d'ailleurs qui dit, dans le de journal. façon très claire, une des raisons majeures, on refuse la politisation. Eh bien ça, je crois que c'est et peut-être que les médias sont un peu responsables. Quand on parle du syndicalisme, c'est comme quand on parle des patrons. Je crois que c'est quand même un petit peu plus nuancé. Enfin, il y a une série d'organisations. Saint-Bron dit qu'il y en a trop. Mais s'il y en a trop, c'est qu'il y a des raisons, peut-être. sensibilités. À la CFTC, on a refusé la politisation syndicale. Je
pense que Caspar ne me démentira pas quand je dirais que c'est une des raisons majeures de la rupture entre la CFDT et la CFTC. Je crois qu'il y a des organisations qui ont... Pas seulement, on va faire l'histoire là. Quand même, ça a quand même été un morceau. Paul Et je crois Martelly. que ça, il faudrait mieux connaître un petit peu chaque organisation et que chacun puisse bien présenter ses spécificités. Continuez à parler. Paul Martelly. Oui, je crois qu'il ne faut pas se tromper. On aurait pu montrer, et ça a été dit tout à l'heure, on aurait pu montrer des jeunes engagés fortement dans le syndicalisme et qui aiment ça. Je crois qu'il faut tout de même dire les choses franchement, même si c'est désagréable. Les jeunes ne viennent pas au syndicalisme à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas marrant. Il faut dire qu'on n'est pas marrant et puis on ne sert pas à grand-chose, du moins c'est l'impression que l'on donne. Et on ne fait pas partie des forces dynamiques, du moins c'est l'impression que l'on donne aussi. Alors moi je crois qu'au lieu d'accuser les jeunes... Pour tout le monde, Attendez. Moi je parle, je donne mon impression Oui, d'ensemble. Bon. Et je ne suis pas parfait hein, pour ce qui me concerne. Bon. Je crois en fait que, au lieu de nous poser la question, mais comment se fait-il que ces jeunes ne font pas ci ou ne font pas là? Il faudrait peut-être que nous nous posions, nous, la question, mais comment se fait-il que nous ne savons pas être intéressants pour ces jeunes? Et à partir de là, vous verrez que ça avance pas un peu mieux. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de langage. Oui, mais André Bergeron, je crois quand même qu'il faut faire attention, n'est-ce pas? Écoutez, personne ici ne détient de solution à tout. Mais enfin, moi je m'insurge contre ce genre de raisonnement selon lequel les syndicats donneraient l'impression de ne plus faire ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas vrai. Quand il dit que vous n'êtes pas marrant, vous trouvez que... Mais pas marrant, qu'est-ce que c'est qu'être marrant? Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de formule? Ça veut rien dire du tout, pardonnez-moi. Les militants syndicaux, ils font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent pour essayer, n'est-ce pas, d'obtenir l'amélioration des choses. Je m'insurge en faux lorsqu'on regarde le bilan de l'action syndicale au cours des 30 dernières années. Enfin, tout de même, l'opinion publique ne sait même pas, les trois quarts du temps, que les assédiques, c'est pas né d'une loi, c'est né d'un combat, d'une négociation, d'une convention collective. Les caisses de retraite complémentaires qui ont transformé la condition des personnes âgées, c'est le résultat de l'action syndicale. L'allongement de la durée des congés payés, c'est le résultat de l'action syndicale. Les garanties qu'on a inventées pour garantir autant que faire se pouvait les salariés frappés par les restructurations, c'est le mouvement syndical. Moi, je m'insurge contre ce raisonnement, contre cette espèce d'état d'esprit qui laisse supposer ou qui laisse croire à l'opinion publique que le mouvement syndical ne sert à rien. C'est faux. C'est comme les campagnes électorales, où on tire toutes sortes de conclusions parce que les gens s'abstiennent, ceci ou cela. Vous, M. Sérillon, puisque vous nous avez invités, d'abord, le taux de syndicalisation, qu'en savez-vous? Qu'en savons-nous? Ce sont des chiffres officiels. Ce sont des chiffres qui ne veulent rien dire du tout. Il n'y a pas de chiffre officiel, étant donné que personne ne dit la vérité, y compris moi. Alors, dans ces conditions, qu'on ne vienne pas partir de données de attendez, cette sorte. moi je reprends votre argument tout à l'heure. Oui, tout ce qui a été créé, les assédiques, toutes ces choses-là. Comment vous expliquez, puisqu'il y a eu des acquis, des avantages importants amenés par la lutte, par les syndicats, comment se fait-il qu'on arrive effectivement à une forme d'attentisme, comme on l'a fait déjà, au fait que les gens syndiquent? Prenons seulement l'année dernière, ne remontons pas aux origines des temps. L'année dernière, à peu près à cette époque, on menait campagne contre le SMIC, qui aux yeux de certains était devenu quelque chose d'anachronique. On voulait généraliser les rémunérations individuelles au mérite. On voulait mettre en cause le statut de la fonction publique. On avait mis en cause certaines des dispositions de la sécurité sociale. Le mouvement syndical n'est pas resté inerte, il s'est manifesté, il a obligé ceux qui voulaient mettre en cause l'essentiel à reculer. Par conséquent, moi, je vous le répète, je m'insurge. Vous, ça vous agace qu'on dise que ça marche plus. Mais enfin, je ne veux pas dire que ça ne marche plus. Je dis que le mouvement syndical a fait son travail et qu'il est aujourd'hui absurde de laisser répandre des idées de cette sorte qui laissent supposer que nous sommes devenus, que le mouvement syndical est bon à rien. Ça n'est pas vrai. Moi, je Pour crois expliquer le contraire. Moi, je crois qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il y a une espèce de mode aujourd'hui qui consiste à critiquer le syndicalisme. Ça fait bien dans un certain nombre de salons. En fait, il y a aujourd'hui dans notre société une crise de la représentation collective. C'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai pour toutes les associations. Il y a un problème de fond aujourd'hui sur la manière de représenter la collectivité. Mais c'est vrai que le syndicalisme doit s'interroger. Et je voudrais donner deux exemples, parce que ça ne sert à rien d'évacuer les problèmes. Deux exemples. Les femmes
représente aujourd'hui plus de 50% des salariés. Et puis regardez à la table, nous ne sommes que des hommes. C'est vrai qu'il y a un problème d'adaptation du syndicalisme. Nous devons nous ouvrir à la réalité du salariat. Mais il n'y a pas que vous, la politique c'est pareil. Hein. Non, mais on raisonne ici en tant qu'organisation syndicale. Deuxième exemple que je voudrais donner, le problème des petites entreprises. 50% des salariés travaillent dans les entreprises de moins de 50. Et c'est vrai que nous sommes pour l'essentiel représentatifs de la réalité des grosses entreprises. Et c'est pour cette raison qu'il nous semble à la CFDT qu'il est important que le syndicalisme ne rejette pas les vraies questions qui nous sont posées, qu'il aille au bout de ces interrogations pour essayer à la fois d'affirmer que le syndicalisme est nécessaire, indispensable à la société, parce que où serions-nous aujourd'hui s'il n'y avait pas d'organisation syndicale? Mais dans le même temps, il doit se dire, il y a des mutations qui s'opèrent dans la société, essayons d'y faire face pour que le syndicalisme réponde aux exigences de son temps, pour que son langage soit compris par les jeunes, soit compris par les femmes, pour que toutes les catégories soient représentées. Je crois que c'est l'effort que nous essayons de faire, en tout cas la CFDT. Même raisonnement que vous faites à peu près? Je tiens compte de ce que dit Bergeron, dans ce sens que rejeter purement et simplement l'acquis de l'ensemble du mouvement syndical, c'est tout simplement inexact. Tout le reste, c'est toute son histoire, tout ce que les salariés ont obtenu, et tout ce qui se fait maintenant. Et en même temps, ignorer les réalités de l'évolution de la société, de l'évolution des mentalités et des conditions même dans lesquelles on les place, parce que même si effectivement, les jeunes qu'on a vus là, ils sont dans une situation anormale. L'un dit je ne suis pas salarié, je n'ai pas de travail. L'autre a peur de perdre son emploi. Je ne sais pas lequel est précaire, quel genre de contrat il a. C'est-à-dire une situation complètement anormale. Ces conditions-là existent. Elles sont de la responsabilité de quelqu'un, pas de nous. De ceux qui dirigent le pays, ceux qui dirigent les entreprises. On nous fabrique une société à plusieurs vitesses, avec des gens qui sont privés de droits. Ce sont surtout les jeunes, qui ont les petits contrats, les petits boulots. La tentation d'action individuelle. Alors, non, mais surtout une situation qui est insupportable à notre époque. Et en même temps, mais ils existent, ils sont jeunes, la vie la trouve comme ça. Et ils ont besoin de trouver une organisation syndicale qui réponde à ce dont ils ont besoin et à la manière dont ils raisonnent, à leur mentalité d'aujourd'hui. Donc, naturellement, par conséquent, il est tout à fait exact que, en tout cas, c'est ce que nous nous efforçons de faire pour notre part, avec un taux de réussite qui est ce qu'il est. Mais je ne conteste absolument pas les questions que posent ces jeunes. Nous avons besoin, quand je dis nous, qu'est-ce que c'est un syndicat? C'est pas seulement parce qu'avec la médiatisation... C'est pas un service public. Non, avec la médiatisation, on voit les secrétaires généraux. Pour une part, compréhensible. Mais le syndicat, c'est un ensemble de dévouement de femmes, d'hommes, de tous âges, de toutes générations, et qu'ils font bénévolement. Bon, alors, c'est ça le syndicat. Eh bien, il a besoin, parce que, ayant une histoire, il a aussi des habitudes. Dans les habitudes, il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Il a besoin de s'adapter. Les gens ont besoin de comprendre les nouvelles générations. Il suffit de se rappeler comment on était quand on avait leur âge. On va essayer de voir. Jean Bornard, et puis ensuite... Deux éléments complémentaires, je crois, qui expliquent la réaction des jeunes. C'est que, comme on dit vulgairement, un morceau avalé n'a plus de goût. On a l'impression que les ascédiques, la sécurité sociale, ça a toujours existé. Et c'est vrai que le syndicalisme a apporté beaucoup pendant un certain nombre d'années. Depuis une dizaine d'années, il y a vraiment un rôle de défense compte tenu de la crise. Et le résultat est moins spectaculaire. Il n'est pas moins nécessaire pour défendre et éviter qu'on dégringole, mais c'est moins spectaculaire. On est passé de grandes réformes ou de grandes idées à une histoire de porte-monnaie. Mais l'autre élément, je crois, on peut le prendre dans des pays étrangers. Le pays où il y a la plus forte syndicalisation, c'est Belgique, Hollande, Luxembourg. 80%. Pourquoi ? Parce qu'ils ont monté, à côté de l'organisation, tout un tas de services, de coopératives, d'assurances, d'associations touristiques, etc. Alors que nous, on a beaucoup parlé du capitalisme dans ce pays, mais on n'a pas été fichus de gérer notre affaire. On a laissé les banques et autres s'occuper des affaires, alors que dans certains pays, on l'a fait. Et je crois qu'une des voies, c'est ce qu'on essaye en tout cas de faire, c'est de monter un certain nombre de services qui montrent que concrètement, on arrive. En Belgique, les syndicats payent le chômage eux-mêmes. Et là, les salariés voient ce que ça veut dire. Je crois qu'on a été trop général. Il faut développer un certain nombre de services. Oui, il y a une crise du syndicalisme, personne ne peut la nier. Mais je dirais aussi qu'un pays a le syndicalisme qu'il mérite.
Et en ce sens, il est tout à fait exact qu'en France, que ce soit les pouvoirs publics ou que ce soit le patronat, il y a vis-à-vis du syndicalisme une attitude qui est tout à fait détestable. Et même les grands moyens d'information, des émissions comme la vôtre, c'est-à-dire, attendez, très original. Avant de parler des médias, pourquoi détestable pourquoi vous trouvez l'impression qu'on vous méprise, qu'on pense que vous êtes d'éternels râleurs? Tout à fait. Mais il y a des tas de problèmes qu'on a posés, dont on a décrit les solutions. Mais un des derniers en date, la question des infirmières, ça fait 10 ans que les organisations syndicales posent cette question. Ça fait 10 ans qu'on sait qu'il va y avoir un problème dans ce secteur-là. Ça fait 10 ans qu'on voit les choses évoluer. Il y a des hommes politiques qui disent, ça fait 10 ans que j'en ai parlé, moi aussi, et on ne m'a pas écouté. Et oui, mais c'est une réalité. C'est une réalité. La moindre élection cantonale donne une émission à la télévision, une soirée élection. Cantonale, c'est petit. Bon, écoutez, les élections prud'homales ou les élections à la sécurité sociale, ça donne quoi? Ça donne 2 ou 3 communiqués. C'est pas un reproche que je vous fais. Je dis simplement qu'il y a dans le pays une perception du syndicalisme qui est complètement différente par rapport avec ce qui se passe en Allemagne fédérale, par exemple. Paul Markelly, puis ensuite nous verrons un cas concret. Oui, je suis assez d'accord avec ce que disait Jean Gaspard tout à l'heure. Je crois qu'il faut que nous nous remettions en question. Enfin, c'est mon point de vue. Et je dirais que plus la société bouge, plus la société avance, plus les nouvelles technologies arrivent, plus les hommes changent, il faut que nous nous remettions en question. Alors le passé, c'est bien gentil, c'est vrai qu'on a fait de très bonnes choses les uns et les autres. Moi d'ailleurs autant que les autres, je tiens à le dire. Bon, mais on ne va pas passer notre temps à rappeler ce que nous avons fait, ça a été bien fait, je sais, bon, c'est le passé. Je crois que ce qui intéresse les jeunes en particulier, c'est l'avenir. Et moi, ce qui me préoccupe, ce qui préoccupe mon organisation, c'est d'essayer de définir un schéma pour l'avenir, de définir un processus qui nous permettra d'arriver à l'an 2000 et au-delà d'une manière intéressante et passionnante pour les jeunes. Bon, alors si nous faisons cela, à mon avis, le syndicalisme aura eu un creux et repartira. Si nous ne savons pas faire, eh bien, nous disparaîtrons comme une entité ringarde. Pardon, excusez-moi. On va voir un cas très précis, très concret. Véronique Auger, qui est à mes côtés ce soir et qui posera quelques questions tout à l'heure. En juin 88, Véronique est allée à Saint-Nazaire, au chantier de Pinhouette, chantier naval. Vous savez que c'est une région où traditionnellement il y a des conflits très durs, un engagement syndical très fort en permanence, et il y a une histoire syndicale là-bas très forte. Nous sommes allés là-bas pour rappeler, à l'issue de ce conflit qui était en juin 88, où il y avait eu un plan de suppression d'emploi, il y a eu un conflit, une grève, tout s'était arrêté. Et c'est à la sortie des chantiers de Pinhouette que Véronique Auger est allée tenter de questionner ceux qui avaient vécu ce conflit, ainsi que leurs responsables syndicaux, sur le pouvoir syndical tel qu'il s'est exercé lors de ce conflit. Je voulais simplement savoir si, d'après vous, vous pensez que le conflit a été un succès ou un échec? Moi, c'est du passé pour moi. Oh, rien du tout. Les 2 doigts dans le cul. Un échec, sûrement. Et pourquoi, d'après vous? Oh, je sais pas. J'ai pas trop le temps. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous demander si, d'après vous, le conflit d'il y a 2 mois était un succès ou un échec? Je dois parler. Est-ce que, si ça recommençait, vous seriez prêt à refaire la même chose, une même grève? Ils n'ont toujours pas compris. En décembre, ils sortaient au prix de gros sacrifices le souverain des mers, le plus grand paquebot de luxe du monde. Et en juin, la direction annonce 135 licenciements, des poids morts selon elle. Une insulte. Riposte immédiate, les ouvriers déclarent la grève totale et illimitée.
Ça fait des années que les syndicats appellent séparément, la plupart du temps, à des débrayages de protestation, des débrayages de 3/4 d'heure. Donc cette fois-ci, les travailleurs pensaient que c'était sérieux. C'était des licenciements qui, de fait, étaient une brèche pour d'autres problèmes à venir. Et les travailleurs ont trouvé l'affaire suffisamment sérieuse pour ne pas se contenter d'un débrayage seulement de protestation, mais d'effectivement d'y mettre leur propre grain de sel et de contrôler un petit peu plus de près tout ça. Tous les matins, les ouvriers se rassemblent sur le terre-plein de Pain-Ouette face au chantier. Pendant un mois, ils reconduisent la grève à main levée, malgré les appels à la reprise du travail lancés par les syndicats. Contre l'avis de la CGT, majoritaire, ils bloquent l'étape du Tour de France à Saint-Nazaire. Mais on n'a pas vu maintenant. T'es pas coureur, t'es payé par Coca-Cola pour la pub. Non, mais écoute, moi, je dis une chose, que j'étais aussi partisan de ça à un moment de temps, mais est-ce qu'on gagne là-dessus, Étienne? Est-ce qu'on gagne? Les travailleurs avaient le souci que personne n'utilise leur grève, leur mouvement, à des fins d'intérêt de boutique. Alors cela s'est traduit concrètement par le refus des grévistes de voir les différents sigles syndicaux, de voir les différentes banderoles syndicales, CGT, CFDT et FO. Et les grévistes ont demandé aux syndicats de ranger leurs guenilles. Cela s'est dit comme ça. Et une seule banderole, la navale, que l'on peut voir là, a exprimé tout au long de la grève cette volonté unitaire de la base de mener en commun, indépendamment des idées des uns et des autres, de mener en commun cette bagarre contre le patron. Mais l'unité et l'autonomie deviennent rapidement illusoires. En l'absence de comité de grève et de coordination, les banderoles syndicales se mettent très vite à refleurir. Quand ils ont voulu reprendre en main une certaine fraction du personnel que d'aucuns appellent irresponsables ou incontrôlés, ils ont été parfaitement capables de les reprendre en main en envoyant dans leur organisation les militants qui sont préparés à ça et qui savent parfaitement le faire. À un moment, vous avez pensé que c'était incontrôlé? Oui, une ou deux fois, j'ai effectivement le sentiment que la suite n'était pas évidente. Mais bon, l'expérience a prouvé que finalement, il y a eu quelques actes incontrôlés, mais dans l'ensemble et globalement, le conflit a été maîtrisé, quoi. Et vous pensez que la CGT a joué un rôle de pompier ou pas du tout? La CGT, elle joue un rôle de pompier après avoir allumé les incendies. Alors, je trouve qu'elle est... Quand on arrive à ce résultat, ça démontre que c'est une organisation efficace, devant laquelle je suis à la limite, dans certains cas, en extase. Il est bien évident. Les syndicats tiennent exactement le même discours que la direction générale. Force ouvrière, la CGT et la CFDT, chacun jure que c'est lui qui a allumé l'incendie. Non, ils n'ont jamais été débordés. Ils ont simplement changé de tactique. Une version des faits qui sauve la face. Qui ne sont pas en grève. Oui, je vais vous dire, nous on a fait le constat ces dernières années qu'effectivement, il y avait des désaccords profonds entre les différentes organisations syndicales sur les problèmes de fond, et sur les problèmes tels que les problèmes industriels, les problèmes d'emploi, voire les problèmes salariaux. Et il nous a semblé dans notre stratégie qu'il nous fallait s'en remettre justement à la base pour dépasser tous ces clivages. C'est aux gens de décider, c'est pas aux états-majors syndicaux de décider pour eux, ce sont les gens eux-mêmes qui doivent décider. C'est pourquoi nous avons dit, soyez acteurs et non pas spectateurs, il faut que vous preniez les choses en main vous-même pour dépasser tous ces clivages. C'est ce qui a été fait. C'est sans doute une pratique nouvelle au chantier de Saint-Nazaire, mais en tous les cas, nous, CGT, ça nous intéresse beaucoup. Ça ressemble un petit peu à une autogestion de la grève. Je ne savais pas que la CGT était favorable à l'autogestion. Ah, mais l'autogestion, avec tout ce que ça peut comporter
comme difficulté supplémentaire pour gérer un conflit, c'est extrêmement... ça nous intéresse et c'est très positif. Il y a de riches enseignements à tirer de cette grève d'un mois que l'on vient de vivre. Voici la maison du peuple de Saint-Nazaire. Il y a 4 ascenseurs, un par syndicat. Ils l'ont voulu ainsi pour éviter de se battre entre eux. Image de marque, la désunion. Effectivement, que voit-on? Eh bien, dans les entreprises, des querelles de boutiques syndicales, à savoir qui va faire le plus de voix, à savoir qui va être en avant, à savoir qui va être le premier à passer un communiqué dans la presse. Même quand il y a un débrayage, c'est à savoir qui va être le premier à être à la tête de ce débrayage. Alors justement, à la base, ce que les travailleurs ressentent, c'est que derrière ces querelles, il y a des calculs politiciens qui sont complètement étrangers aux travailleurs. Et c'est cela que ressentent les travailleurs. Ils le vivent quotidiennement. Parce que si les organisations syndicales, franchement, étaient au service des travailleurs, il y a belle lurette qu'ils auraient trouvé un plan de lutte pour l'ensemble de la classe ouvrière. Et moi, c'est ça qui me met en colère. C'est que justement, on assiste à des querelles, à du sectarisme. On ne peut même plus discuter dans le mouvement ouvrier. Celui qui n'a pas la même opinion, d'office, ça devient un ennemi. Aujourd'hui, Marie-France Belin est au chômage, comme 122 métallos. 5000 personnes ont perdu 1 mois de salaire pour rien. La CGT et la CFDT ont en définitive signé le constat d'accord présenté par la direction. Véronique, cette image des ascenseurs est assez étonnante quand même, non? Oui, ça j'avoue que quand j'ai trouvé 4 ascenseurs dans la maison du peuple, j'ai trouvé que c'était tellement belle image pour marquer votre désunion qui, malheureusement, j'ai l'impression, désespère un petit peu les gens de la base, comme on dit. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que c'est cette image-là qu'il faudrait un peu combattre, votre Je ne vous demande désunion? pas de faire un seul ascenseur, mais c'est vrai que c'est une image qui est possible. Oui, bien sûr. Allez-y, quelques mots pour tout le monde. Nous allons sur ce que nous venons de voir. Parce que, excusez-moi madame, mais je me suis informé de ce conflit et de son déroulement. On peut faire toutes sortes de reportages et toutes sortes de montages. Même ces images d'ascenseurs. C'est vrai que... J'ai pas monté 4 ascenseurs les uns à côté des autres. Il faut connaître Saint-Nazaire et la Loire-Atlantique et l'histoire sociale et syndicale de ce coin-là. Yannick Saint-Bon et moi-même, on est de cette région, Pour on le connaît bien comprendre, l'histoire. donc vous le savez. Donc n'exagérons rien. Vous On n'avait pas ça dans toute la France. Mais là-bas, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un cas extrême, mais en même temps, il fallait le montrer. Justement, non, mais on peut comme ça, avec un cas extrême, sans l'expliquer. Deuxièmement, c'est une grève parce que les gens n'avaient pas d'autre issue. On voulait supprimer des centaines d'emplois. Et ils n'en voyaient pas la justification. 135 emplois. Et ils n'en avaient pas d'issue et ils ne voyaient pas la justification. Et ils se sont mis en grève. Et cette grève a été conduite, comme l'a dit le secrétaire du syndicat CGT, le plus démocratiquement possible, l'Assemblée Générale, tous les syndicats ont parlé. La jeune femme qui parle de querelle de boutique. Oui, écoutez, cette jeune femme, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde là-bas à Saint-Nazaire, ceux qui l'ont vue, se demandent, qui c'est cette femme? Mais ceux de Saint-Nazaire savent qu'elle est candidate à toutes les élections politiques à Saint-Nazaire. Donc c'est pas tout à fait Elle était un aussi choix. candidate pas tout à à fait un devenir choix déléguée innocent. CGT Mais et donc, n'a C'est jamais vrai pu que ça, l'être. attendez, vous avez entendu? Il paraît qu'elle doit être candidate à l'élection CGT. J'en suis pas au courant un peu. À la CGT, on peut en être membre. Mais moi, je vous dis ce que je sais. Enfin, je crois qu'il y a d'autres personnes à la CGT rapidement, parce que André Bergeron en a parlé. des élections politiques. Ensuite, eh bien, une grève dure, quand les gens sont obligés de la faire, on n'est jamais sûr de la gagner. On n'est jamais sûr de la gagner. Ils ont obtenu certains résultats, et ensuite, ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé par, non pas un accord, mais par un constat. Un constat, voilà, où en étaient les choses. C'est un rapport de force. Et puis, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, on a demandé aux salariés, qu'est-ce que vous en pensez? Et on continue ou on s'arrête? Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Mais je raconte les faits. Oui, mais vous avez montré quelque chose. Oui, je sais bien, mais il faut que tout le monde s'exprime. Les gens ont voté et ils ont voté la reprise du travail. Ça arrive. Ça arrive de pas gagner une grève. Bon. André Bergeron. Moi, je vais vous dire, je suis indigné par la manière dont on présente les choses. Cette histoire d'ascenseur, etc. Vous pleurez ou vous rapportez les misères du mouvement syndical. Le faible taux de syndicalisation, laissez-moi vous dire, le faible taux de syndicalisation, les images que vous montrez, aux yeux de l'opinion publique, aux yeux des gens qui ne connaissent pas toujours de loin les réalités telles qu'elles sont, ont une image du mouvement syndical
qui ne les incite effectivement pas à y venir. C'est une mauvaise action à l'égard du mouvement syndical. Permettez-moi c'est une de vous réalité, dire. monsieur Bergeron. C'est une affaire... Non, 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 C'est mais une je réalité. parle franchement. Si vous m'avez invité, c'est pour parler Oui, franchement. oui, tout à fait, Je je suis préfère, moi. indigné par la manière dont vous présentez les choses. Les militants syndicaux, vous savez, ça ne se passe pas comme ça. Et puis vous présentez les choses d'une manière parfaitement si je présentais caricaturale. tout d'une manière idyllique, vous ne me Parfait. croiriez pas. Non, non, pas idyllique. Bon, c'est la mais, réalité, mais c'est la que manière c'est un dont fait vous précis. présentez les choses, comment voulez-vous que les gens qui voient ça de loin n'en tirent pas des conclusions qui sont fausses? Vous savez, le mouvement syndical, laissez-moi vous dire, je vous le répète, c'est le rassemblement de gens qui prennent conscience de se défendre, qu'ils aient une conception ou c'est une autre. exactement ce que souhaitent ce Non, que souhaitent les gens parce que là-bas. vous Ils souhaitent qu'il y ait présentez les choses unité. d'une manière caricaturale. C'est pas Et caricatural, aux c'est la yeux de réalité, ceux qui monsieur regardent, Bergeron. comment voulez-vous qu'ils n'en tirent pas des conclusions? C'est pas de une cette caricature, sorte? il y a bien C'est 4 très ascenseurs. dangereux, des histoires. C'est comme ça qu'on démolit tout, y compris d'ailleurs dans d'autres domaines sur le plan politique. C'est très grave pour notre démocratie. Oui, si vous permettez, moi je voudrais faire deux remarques. La première, pour dire que si aujourd'hui il y a une espèce de désespérance que l'on sent dans certains propos tenus par des salariés, c'est aussi parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à une modernisation tout à fait impitoyable. Une modernisation qui se fait dans n'importe quelles conditions, qui se traduit par des licenciements et qui se traduit aussi par un refus d'une partie importante du patronat public et privé d'aborder cette question de fond pour mieux lier progrès économique et progrès social. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est vrai, il faut qu'on se pose ces questions. Le problème de la recherche de convergence entre nos organisations syndicales est une nécessité pour essayer d'accroître notre efficacité. Mais ça, c'est une façon négative de le présenter. Parce que, attendez, parce que concrètement, quand on regarde, il y a des choses qui avancent. Dans la fonction publique, j'observe qu'il y a 6 organisations syndicales qui ont essayé de construire ensemble des positions, de négocier, d'aboutir à un accord. Bon, il y en a une qui est restée dans son bunker, c'est de sa responsabilité. Et puis, je constate que dans le secteur privé, dans certaines négociations, avec Force ouvrière, avec la CGC, la CFTC, nous réussissons à avancer. Il y a toujours une organisation qui essaie toujours de dire nous sommes meilleurs que les autres, etc. Bon, nous souhaitons vivement, avec toutes les organisations, progresser, mais ne nous faisons pas d'illusions. Il n'est pas possible d'envisager une recomposition du mouvement syndical au sommet. Ça se fera par la vie, par le souci d'apprendre à travailler mieux. C'est le souhait d'Edmond Maire dans l'interview qu'il a donnée à Jacques Julliard dans le Nouvel Observateur. Il dit quand même on pourrait peut-être arriver à se rassembler un petit peu, non? Oui, non, mais il dit surtout il faut qu'on agisse concrètement ensemble pour que dans la vie ça puisse se faire, pour que les conditions puissent se réunir. Vous allez faire sourire encore Henri Krasuki. Ah ben, écoutez. Yannick Savon. Et puis ensuite, je vous proposerai d'écouter des témoignages. Oui. Il est évident qu'il faut évoluer, que devant l'ampleur des problèmes, il y a une nécessité de discuter. D'abord discuter entre nous, mais pour discuter, faut-il encore se rencontrer, accepter de se mettre autour d'une table, même de manière discrète. De temps en temps quand même, non? Les uns les autres. Vous voyez jamais? Mais demandez-leur. Vous voyez pas? Oui. On s'est rencontrés quelques fois dans des Il y a bien des télévisions. responsables permanents de la FEN qui rencontrent des permanents à la base quand même, non? À la fonction publique, ça avance, non? Au niveau de la fonction publique, dans un certain nombre de secteurs où on a fait un certain nombre d'efforts, mais je dis que devant l'ampleur des problèmes de mutation dont on parle, il est tout à fait clair, qu'il faut des discussions au niveau national. Quand il y a 3 millions de chômeurs dans un pays, quand il y a des difficultés de financement de la protection sociale, voilà des problèmes qui nécessiteraient qu'on mette toutes nos connaissances ensemble, toutes nos compétences ensemble. Paul Markelly, Jean Bornard. Oui, je ne voudrais pas que l'on tombe dans un que l'on recherche l'unité pour l'unité parce que c'est indispensable et parce que ça fait bien devant les téléspectateurs. N'exagérons pas. Hein. Regardons un peu les choses en face. Si nous sommes un certain nombre d'organisations syndicales, c'est que fondamentalement, nous avons des divergences. Alors, soyons honnêtes, reconnaissons ces divergences et disons-nous, et c'est ce que je dis pour ma part, que nous pouvons sur certains points nous rapprocher et travailler ensemble. Un point, c'est tout. Et je voudrais vous dire une chose. Par exemple, à l'Assemblée nationale, les groupes se retrouvent dans des commissions. Pourquoi vous ne retrouvez pas entre vous? Attendez. Je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait plusieurs organisations syndicales empêche la syndicalisation. Moi, je voudrais bien avoir 20 ans et avoir la possibilité de faire le choix entre 6 organisations syndicales au lieu d'être obligé d'aller obligatoirement chez une. Chez Krasuki, par exemple, ou chez Bergeron. Bon, enfin quoi. Jean Bornard. Une seule remarque. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de choses générales, théoriques. Et s'il y a une critique à faire à ce reportage,
c'est qu'on montre des gens qui se sont disputés, il y a eu des problèmes, mais on ne discute pas du tout du problème de fond. Et puis tu as vu qu'on Or, était dans le même ascenseur. j'ai quand même l'impression que dans les chantiers navals, il y a des problèmes extrêmement sérieux. Alors, il y a des moments, c'est extrêmement difficile, mais il y a une question d'information, d'analyse des problèmes. Moi, vous savez à quoi je pensais en écoutant ça? Je pensais aux France. On n'a pas voulu des adaptations, il est parti. C'est vrai que c'était au moment Et ça, syndicalement, je vous garantis garantis que c'est difficile. Sauver l'emploi, bien sûr, mais en même temps, sur le plan économique, avoir des positions qui se tiennent debout, faire quelquefois des problèmes de reconversion, c'est drôlement calé. Mais si on ne fait pas cet effort, à la fois social, en prenant en compte les réalités économiques, eh ben, on perd tout. Je voudrais vous faire écouter un témoignage, celui de Gilbert Marion. Vous avez été, vous, syndiqué à la CFTC, vous avez été à la CFDT, et puis vous avez abandonné le syndicalisme. Alors je voudrais que vous me disiez pourquoi vous avez abandonné le syndicalisme. Est-ce que parce que tout d'un coup vous êtes pris d'une envie d'individualisme, parce que vous pensez que c'est plus efficace, ou parce qu'après tout vous êtes un peu sur des hauteurs maintenant, ou pas, ou quoi? Non. Bon, une première chose que je voudrais dire, parce que ça m'apparaît important, si le syndicalisme n'existe pas, il faudrait l'inventer. Puis aujourd'hui, il me semble que les coordinations et les comités de grève réinventent le syndicalisme. Le syndicalisme d'origine, celui qui a existé au départ. Parce que le syndicalisme d'aujourd'hui, bon, il est effectivement, je pense, intéressant. On ne peut pas être anti-syndicaliste, je pense que ce ne serait pas normal. Mais il n'est plus du tout, il ne colle plus à la réalité de ce que sont les travailleurs. Vous avez été ouvrier chez Peugeot et vous avez connu une forme de syndicalisme précise. Je pense quand même que c'est quand même important. Mais... Je suis ouvrier chez Peugeot, j'y suis depuis 61. Je me suis syndiqué effectivement à la CFTC à l'époque parce que c'était encore que la CFTC, il n'y avait pas la CFDT. En 64, j'ai rejoint la CFDT parce que ça faisait partie totalement de l'évolution et de mon évolution aussi par rapport au syndicalisme. J'ai vécu toutes les grèves qu'il y avait chez Peugeot, 65, 68, bon, 68 qui a été effectivement une réflexion par rapport à ce qu'était le syndicalisme aussi un petit peu. Et le syndicalisme à la CFDT, à ce moment-là, surtout, a amené beaucoup de jeunes, beaucoup de gens dans la CFDT, parce que la CFDT apparaissait beaucoup plus ouverte que la CGT, par exemple, disons. Hein, parce que chez Peugeot n'existait avant 68 que la CGT et la CFDT. Alors maintenant, plus de syndicalisme CGT, pour vous. CFDT et FO n'existaient chez Peugeot. Mais maintenant Maintenant, ce qui s'est passé après en 72, j'ai été écarté des responsabilités syndicales. On m'a dit, vous n'aurez plus de mandat tant qu'on n'aurait pas reconnu vos erreurs. J'ai 2 camarades qui ont été exclus, dont Jean-Paul Gittac qui est présent ce soir, qui ont été exclus de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'on essayait de travailler un petit peu là-bas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que les coordinations, les comités de grève représentent un petit peu le syndicalisme d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est tout. Mais bon, alors voilà, j'ai été effectivement... Ça veut dire que tout le monde doit vivre ensemble. J'ai été écarté, non, c'est pas ça, j'ai été écarté. Bon, j'ai été écarté en 61, en 72. Oui, oui. Mais bon, ce qui s'est passé après, c'est que à partir des idées que j'avais pu acquérir, à partir de ce qu'on a pu faire sur cette boîte, j'ai monté une association sur mon quartier qui pendant 10 ans a eu 80% d'adhérents et qui montre bien qu'effectivement avec certaines pratiques, avec le fait d'avoir le plus possible de la démocratie à la base, d'avoir, enfin, même sans employer le terme parce que le terme... Attendez, Gilbert Marion, est-ce que c'est pas une expérience très marginale chez vous? Je ne pense pas. Quand je vois un peu aujourd'hui ce qui se passe, je me dis que c'est pas si marginal que ça. Je me dis qu'il y a quand même... Attention, quand je dis ça, hein, ça ne veut pas dire que... À mon avis, bon, les syndicats, ça représente une permanence un petit peu des choses. C'est la permanence de, bon, voilà, il y a des négociations, il y a garanti la négociation, etc. Bon, mais je dis que le syndicalisme ne représente plus le mouvement de masse. Aujourd'hui, le syndicalisme ne représente plus ça. Je trouve que c'est dommage. Et alors que c'est ça qui a besoin, les travailleurs de chez Peugeot, aujourd'hui, parlons un petit truc tout simplement, très rapidement, je vais tout simplement très rapidement, au niveau des salaires. Vous avez eu Calvé il n'y a pas longtemps en Antenne 2, qui a dit effectivement les salaires c'est 7 500 francs par mois pour un ouvrier au salaire moyen. C'est totalement faux. Mais aujourd'hui, chez Peugeot, aucun syndicat n'est capable de... Enfin, disons, les syndicats, ils disent tous les salaires, ça va pas, ça marche pas. Mais ils ne sont pas capables de se mettre ensemble pour dire on va se battre contre les salaires. Parce que je peux vous la dire bonne solution, c'est de sortir d'un syndicat et de fonder une association de quartier, vous croyez? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai vécu dans une association de quartier, c'est ce qu'on peut vivre dans une entreprise. Ouais. À partir du moment où effectivement, on n'est plus où c'est pas l'esprit de boutique. Moi, je reproche, enfin, je ne suis pas anti-syndicat, je le dis et je le répète, simplement je reproche un petit peu aux syndicats d'être un petit peu de grosses organisations, technocratiques,
bureaucratique, et qu'en définitive, les travailleurs à la base, c'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent autre chose. Alors, Gilbert Marion, à vos côtés, il y a quelqu'un que vous pourriez presque qualifier de votre fille, si je comprends bien. Irène Le Guen, vous êtes infirmière. Oui. Vous symbolisez effectivement ce nouveau phénomène des coordinations. Les infirmières sont organisées, vous êtes très peu syndiqués, je crois que c'est autour de 5% de syndicalisation, je crois, très peu. Et on a vu naître ces coordinations, tout le monde en a fait des réflexions, tas de choses. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que vient de dire Gilbert Marion? Je m'y reconnais un peu dans le sens où c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que plus particulièrement chez les infirmières, on a eu envie de définir nous-mêmes notre statut, notre plateforme revendicative, notre avenir professionnel. Pourquoi? Parce que bon, chez les infirmières, un problème de fond se pose par rapport à une identité professionnelle. Le fait que bon, la médecine a énormément évolué, que notre qualification, notre profession s'est vue élargir, on nous a de plus en plus délégué de rôles. Et ceci dit, rien n'a changé par rapport aux effectifs, par rapport à notre statut, par rapport à notre valorisation salariale. Vous ne pouviez pas le faire dans le cadre d'un syndicat? Non, parce que l'intérêt de la coordination, particulièrement, ça a été justement de chercher à travailler toutes les infirmières ensemble. Et pour travailler toutes ensemble, c'était de toute façon appeler toutes les infirmières syndiquées, non syndiquées, associées, non associées. Nous, ce qui nous importait, c'était effectivement, dans cette coordination, de travailler toutes ensemble. Dans une équipe de soins, on est 4 infirmières, on ne peut pas être éclaté. C'est difficile de discuter avec vous, parce que quand vous êtes une nébuleuse, vous êtes très nombreuses, ministres, les syndicats, tout le monde disait, mais qui c'est ces gens-là? Comment les retient? C'est hyper difficile. Vous passiez des heures et des heures à discuter d'une plateforme commune, non? C'est vrai que la démocratie directe a ses lenteurs. Ceci dit, elle est très efficace. La preuve, c'est que seule la coordination a été capable de mettre 100 000 infirmières dans la rue. Sauf qu'au bout d'un moment, on a vu apparaître pratiquement que des hommes qui étaient vos porte-parole. Oh, c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, bon, non, dans le bureau particulièrement. Vous n'avez pas eu l'impression que les coordinations, en fait, c'est un bon moyen pour des organisations politiques d'extrême gauche de vous récupérer et de se trouver une audience? Écoutez, je crois que dans la profession, on n'a pas pour habitude de se laisser manipuler parce qu'on est capable de gérer beaucoup de choses, plus particulièrement la souffrance et la mort. Et je crois que les infirmières sont tout à fait responsables et sont capables de gérer beaucoup de choses. On est aussi capable de soigner qui que ce soit, sans exclusion. Et je crois que dans la coordination, on a été capable de ça aussi, c'est-à-dire que tout le monde a pu y venir et c'est ça qui a fait l'efficacité de notre mouvement aujourd'hui. Et quand on a effectivement parlé de manœuvres, je crois que ça veut dire quoi? Manœuvrer 100 000 infirmières qui ont été capables de se mettre dans la rue, on n'est quand même pas des nonnes, on n'est pas des idiotes. Non mais ça c'est important parce que c'est vrai qu'on est des femmes. Et je crois que là on s'est révolté. Bon, Monsieur Caspar, on a même oublié qu'il y avait une femme sur le plateau aujourd'hui, enfin avec la... Non, je parle des responsables. Bon, alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, mais je veux dire, c'est un mouvement de femmes. Nous, on est et Dieu sait que ça n'a pas été facile de se mettre en lutte, parce qu'on est toutes des femmes, des jeunes femmes, on a des enfants en bas âge, on travaille, on a le travail dans la maison, et maintenant on a le travail dans la lutte, parce qu'effectivement, au lieu d'une double journée, maintenant on a une triple journée. J'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compris par les responsables hommes des centrales syndicales. Oui, parce que plus particulièrement parce que nous on a toujours eu cette volonté d'appeler toutes les organisations syndicales à nos côtés. Je veux dire, dès le départ, y compris dès le mois d'avril, on avait fait une lettre collectivement et on appelait toutes les organisations syndicales à être aux côtés des infirmières dans leurs revendications, dans leur recherche d'identité professionnelle et dans leur volonté d'aboutir. Très peu d'organisations ont répondu. On a eu effectivement la région santé CFDT qui nous a accueillis, qui nous a prêté des locaux, qui nous a permis d'arriver à une autonomie. La CFTC qui au départ a fait une démarche de sympathie vis-à-vis de nous. Et très vite, quand il a fallu négocier, bon, la CFTC nous a quittés et d'autres organisations ne nous ont pas rejoints. Mais c'est qu'effectivement, il y a eu des contacts qui montraient qu'il n'y avait aucun a priori dans ce domaine. Mais le jour, notamment de la manifestation générale, vous avez demandé que chacun se mette tout nu. On se comprend, aucune banderole, etc. Et que ça soit uniquement la coordination. Alors pas tout à fait, on avait géré un cortège de sorte à ce que les organisations syndicales soient derrière. C'est là-dessus, sur la manifestation même, parvenir. C'est là-dessus que s'est fait la séparation et les deux cortèges. C'est important quand même. Dans le mouvement et qui revendique cette désunion syndicale dont vous avez souffert, comme à Saint-Nazaire ils en ont souffert. Comme chez les postiers, ils en souffrent, et comme dans d'autres conflits. Effectivement, c'est l'incapacité, quelque part, de se retrouver tous ensemble sur un statut commun. Dans une équipe, on est 4 infirmières, on ne peut pas imaginer qu'on soit 4 infirmières éclatées. On a les mêmes besoins professionnels, on a les mêmes conditions de travail, la même pénibilité dans notre travail, et on ne peut pas imaginer qu'on soit éclaté, que l'une suive la plateforme d'un tel, etc. Ce qui est important, c'est que les infirmières, enfin, définissaient elles-mêmes leurs revendications. Oui. Henri Krasicki. Eh bien,
Je crois que nous abordons là quelque chose qui est lié à la vie d'aujourd'hui, à la vie sociale d'aujourd'hui. Il y a un immense mouvement social qui est en train de grandir. Il a des manifestations diverses. L'une d'entre elles, c'est le conflit des infirmières. On fera le point, Véronique, du nombre de conflits aujourd'hui. Il y en a une oui, douzaine, non, je crois. Il y en a une douzaine, je trouve souhaitable d'évoquer ces questions parce qu'on a l'air d'être intemporel. On arrive en fin d'émission. Et quand je vois ce qui est en train de se passer dans le pays et que j'entends le type de précisément ce que dit Irène Le Guay. Oui, justement, ça m'intéresse énormément. Parce que, le conflit des infirmières, il est typique de l'état d'esprit qui est en train de grandir dans le monde du travail de façon différenciée, parce que là, c'est un mouvement qui est lié à des besoins. Prenons les différents points qu'elle a soulevés. Prenons les différents points qu'elle a soulevés, très concrets. Si vous m'interrompez, c'est pas très convenable. Non mais attendez, Monsieur Krasuki, excusez-moi, c'est moi qui dirige le débat quand même, et Irène Le Guay vient de développer un certain nombre de points précis. Il y a d'abord le point des femmes, moi je trouve que c'est un point important qu'elle a développé. Est-ce que vous êtes sensible à ce genre d'argumentation? Évidemment. Mais, alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème de féminisation des organisations syndicales? Mais dans la santé, on parle comme s'il n'y avait pas de fédération syndicale de la santé. Il y a une fédération CGT de la santé avec des femmes qui ont des responsabilités nationales. Et dans les établissements, elles ne sortent pas du néant, il y a des syndicalistes dans la santé et parmi les infirmières. Ce qui m'intéresse dans ce mouvement, ce n'est pas ça qui est un problème qui crée une difficulté, non. Elles ont des revendications qui sont parfaitement justifiées. Elles ont voulu un mouvement qui a un caractère démocratique. Et unitaire. Il s'est créé, et unitaire. Il s'est créé dans les circonstances données des infirmières quelque chose qui s'est nommé coordination et qui a eu le soutien très large des infirmières. Ça vous a surpris ou pas? Nous l'avons compris. Nous l'avons compris. Et la fédération CGT de la santé a participé de bout en bout du premier jour au conflit, avec la coordination. Dans les négociations, elle a fait en sorte que la coordination puisse y participer. C'est la seule organisation qui s'y va opposer. André Bergeron et Jean Caspar ont demandé. André Bergeron. Si on ne peut pas expliquer les choses. Tout le monde doit pouvoir parler, vous savez bien. Sinon, les gens ne comprennent rien. Et votre émission n'est pas réussie. Non, mais si, elle est bien réussie, ne vous inquiétez pas. Je voudrais dire que d'abord, des mouvements de cette sorte, ce n'est pas la première fois. Dans tous les mouvements sociaux importants, on a connu des phénomènes analogues. Ça ne s'appelait pas les coordinations, ça s'appelait des comités de base, ça s'appelait des comités d'unité de ceci ou de cela. Ça a toujours existé. Le côté féminin, est-ce que ça c'est alors, pas quelque chose de nouveau? Attendez, je dirai après quelque chose là-dessus. Alors, le problème féminin, enfin, écoutez, si les femmes ne sont pas aussi nombreuses dans les syndicats qu'il serait souhaitable qu'elles soient, c'est pas parce qu'on ne les veut pas, c'est pas parce qu'elles sont rejetées, c'est parce que très souvent les femmes elles-mêmes, du fait de leurs obligations par ailleurs, ne peuvent pas assumer certains types de responsabilités. Il faut tout de même comprendre ça, mais ça n'est pas parce qu'elles sont rejetées, c'est tout simplement parce qu'elles-mêmes, quand nous leur demandons de s'occuper du syndicat, nous répondent, nous avons les enfants, nous avons la famille, nous avons ceci. Ça change un peu quand même, non? Ça change un peu. Il y a une évolution des mœurs quand même. Non, on peut raconter ce qu'on veut, c'est la vérité. C'est pas une question de mœurs, c'est une question de vie, de réalité, de temps disponible. Deuxièmement, s'agissant des coordinations, bon, ça s'appelle comme ça maintenant, mais nous les avons connues autrefois. Il y a encore maintenant des organisations corporatives, nous connaissons les associations de percepteurs, de secrétaires de mairie, de ceci et de cela. Le problème des infirmières, personne n'a contesté la dimension du problème. J'ai moi-même tenu je ne sais pas combien de discours pour expliquer que le métier d'infirmière n'était pas un métier comme les autres. C'est vrai. Tout le monde l'a dit, ça, tout le monde était d'accord. Oui, mais tout le monde l'a dit. Cela dit, on ne peut pas résoudre, on ne peut pas résoudre par morceaux des problèmes de cette sorte. On ne peut pas séparer le problème des infirmières de l'ensemble des personnels soignants, de l'ensemble de l'hôpital. C'est tout le problème. C'est comme ça que nous l'avons posé. C'est pas qu'il y a une hostilité de notre part aux manifestations d'infirmières, c'est pas ça. Jean Caspar. Oui, moi je voudrais faire deux remarques. La première, parce que je ne veux pas évacuer la question concernant le problème des femmes, c'est vrai que c'est une vraie question. D'ailleurs, vous savez la proportion de femmes vous avez, vous, à CGT? Quelle proportion au niveau des responsables, des adhérentes? Non, mais elles sont... non,
Je reconnais, je dis non, je dis simplement qu'elles sont effectivement encore pas suffisamment représentatives dans les différentes instances. C'est pour cette raison qu'à la CFDT, nous avons pris un certain nombre de décisions par des règles de quotas pour qu'effectivement les femmes accèdent davantage aux responsabilités dans l'organisation syndicale. Sauf que c'est vous et pas Madame Notta qui pouvez postuler au poste de Edmond Baird. Ah, non, mais oui, il se trouve que Mme Notta sera, comme vous dites, secrétaire générale adjointe d'une confédération. C'est quand même quelque chose d'important. Mais il se trouve que le débat... important que dans les autres syndicats, mais effectivement, on en est encore là. Mais on en est encore là. Deuxième remarque que je voulais faire concernant les coordinations. Concernant les coordinations, je crois quand même, il faut éviter quand même de croire que les syndicats, c'est mauvais. Et les coordinations, toutes les vertus sont formidables. Non, mais ça donne l'impression que le pouvoir syndical a peur de tout ce qui est, allez, je lâche le mot, gauchiste. Non, ne mélangez pas les choses. Il y a le problème des coordinations et il y a le problème des gauchistes. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Je reste sur le problème des coordinations. Le problème des coordinations, quand même, dans une profession de la santé, alors que l'on sait que ce qui est fondamental pour que les gens soient soignés correctement, c'est le travail de toute l'équipe de soins. C'est-à-dire la solidarité qui existe fondamentalement entre l'infirmière, l'aide-soignante et puis les personnels techniques. Est-ce que l'on peut penser qu'avoir un objectif uniquement pour une catégorie professionnelle, alors que l'efficacité des soins passe précisément par la reconnaissance de cette solidarité de l'équipe de travail? Voilà la réponse que le syndicalisme essaye d'apporter pour éviter effectivement... Vous pouvez répondre directement. Je vais juste intervenir par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même un autre malaise aussi, c'est que d'autres coordinations, d'autres personnels de santé se sont aussi créés. Donc c'est là réellement le signe quand même que dans la santé, les infirmières, aux côtés d'autres catégories, puisque nous ne sommes pas les seuls aujourd'hui, ont réellement exprimé un malaise profond auquel les organismes... Maintenant, on n'est pas des anti-syndicalistes. Enfin, je veux dire, le débat n'est pas là, et puis j'ai pas envie de l'avoir, parce que je ne suis pas une antisyndicaliste moi-même. Et les infirmières, non, je crois que non, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas fait d'exclusion. Je veux dire, tout baigne dans l'huile, dans la coordination. Je veux dire, il y a des syndiqués, il y a des non-syndiqués, il y a des associés, des non-associés, et on travaille tous ensemble. Il y a des politisés, il y en a qui adhèrent à toutes sortes de mouvements politiques. Ça n'a jamais posé aucun problème. Jamais. Oui, mais... Et donc le syndrome, ceci dit, il persiste. Il y a des coordinations qui se montent de plus en plus. Et bon, tout à l'heure, moi j'avais envie de dire par rapport à ce qui se passait au niveau de quand on est un petit peu amorcé sur l'avenir du syndicalisme, je veux dire, si vous avez toujours le même type de langage, si vous avez toujours le même type de discours, vous aurez des milliers de coordinations qui vont se monter. Mais je voudrais quand même faire, si vous permettez, je voudrais quand même faire une petite remarque. Non, justement. On essaie de réfléchir. Oui. Simplement une petite remarque. C'est quand même frappant de remarquer la contradiction qu'il peut y avoir entre l'affirmation qui consiste à dire les coordinations sont nées parce qu'il y a un besoin fort d'unité, et de constater que la coordination, chez les infirmières, pour pouvoir durer, décide de fonder une association 1901. C'est-à-dire de créer une organisation supplémentaire. Enfin, est-ce qu'on va continuer comme ça? Non, mais est-ce qu'on va continuer comme ça, ou est-ce qu'on va se dire quels sont les moyens que l'on peut se donner effectivement pour que nous puissions chacun à notre niveau contribuer à ce que le syndicalisme soit capable de répondre effectivement aux problèmes de son temps. Voilà la vraie question. Il suffit pour faire cela, il n'est pas nécessaire de créer des associations supplémentaires. Yannick Saint-Bron, une réflexion d'ordre général. Le syndicalisme, le syndicat, c'est pas un simple groupe de pression. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'est pas vrai que les revendications qui viennent de la base sont naturellement cohérentes entre elles. Il n'est pas vrai que les revendications qui viennent de la base ne s'opposent pas. Il y en a qui s'opposent. Qui va faire les arbitrages? Qui va mettre ça en cohérence s'il n'y a pas une organisation syndicale qui travaille entre les conflits? Il n'y a pas que les conflits, il n'y a pas que les périodes de conflit. Il y a aussi cette longue période de maturation, de réflexion sur les problèmes. Alors c'est la partie qu'on ne voit jamais, mais c'est la partie qui est tout à fait décisive. Car si ce n'est pas l'organisation syndicale qui fait les arbitrages, qui met ça en cohérence, qui va le faire? Alors ce sera l'homme politique ou ce sera le patron, et c'est souvent ce qui se passe. Et c'est très dommage. Paul Markelly. Oui, je voudrais, à propos des coordinations, bon, je vais peut-être encore mettre les pieds dans le plat. Moi, les coordinations, ça ne me dérange pas. Je veux dire par là que le fait qu'elles existent et le fait qu'elles se multiplient à l'heure actuelle, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire simplement que les organisations syndicales ne présentent pas la totalité
de ce qu'attendent les salariés, hein, et que finalement, par les coordinations, les salariés essaient d'avoir plus que ce que nous pouvons leur offrir. Alors, je voudrais dire, premièrement, moi il y a une chose que je remarque, hein, mon organisation d'infirmières n'a pas signé l'accord, bon, et moi je me sens très proche de la coordination, dans la mesure où finalement nous étions... on va dire ça, on va vous dire que vous êtes un peu démagogue. Nous étions tout à fait... Mais pourquoi? C'est pas de la démagogie. Parce que tout le monde a trouvé bien le mouvement des infirmières. Attendez, Claude Sérillon. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver deux choses. Bon, où les coordinations se multiplient, bon, croissent et embellissent, elles vont se fédérer, elles vont se confédérer, ça va faire des organisations syndicales. Après, elles grandiront, elles vieilliront, et puis on recommencera. Elles se retrouveront là, voilà. Bon. Ou alors, les organisations syndicales existantes vont comprendre qu'il y a véritablement une interrogation qui est posée au travers de la naissance et du développement de ces coordinations, et à partir de là, nous allons faire en sorte, et je crois que nous allons faire en sorte, que nous sommes en train de faire en sorte, de réfléchir à ce que peuvent nous apporter ces coordinations, et pour moi, il n'y a pas gauchiste ou pas gauchiste, hein, quand effectivement les infirmières revendiquent sur leur salaire, je ne trouve pas ça tellement gauchiste, hein, dans la réalité des choses. Je voudrais vous faire écouter un autre témoignage, celui de Paul Alessandri. Vous êtes postier, vous êtes chauffeur, je crois que vous allez chercher dans les bureaux, avec votre camion, vous l'amenez au centre de tri. C'est ça, oui. C'est votre travail normalement, vous êtes 1500 à peu près à Paris à faire ça? Oui, on est à peu près 1500 personnes. Alors, vous actuellement, c'est l'un des conflits dont on parle beaucoup. C'est pour ça que j'ai plus de voix. Vous n'avez plus de voix. Vous allez aux assemblées générales tous les jours et vous voyez ça, je dirais, à la base, quoi. Comment ça se passe? Le pouvoir syndical, vous le voyez comment, vous, dans l'exercice de ce conflit actuel? Ah, mais nous, dans notre garage, nous sommes le garage le plus syndiqué de l'ensemble de tout le service transport postal. C'est-à-dire combien? Ah, c'est énorme. Au niveau national, ça donnerait envie à tout le monde. On doit être pas loin de 50% de syndiqués. Bien. 1 sur 2 des chauffeurs est syndiqué. Oui, pas loin. Et on avec CGT, CFDT, FO, c'est voilà, ça? et moi-même, je suis un syndiqué CGT, parce que... Et on a fait une coordination. Je finis quand même là-dessus. Non seulement on est un garage pas syndiqué, mais on a une coordination. Vous avez aussi fait une coordination. C'est tout simple. Moi, je suis syndiqué parce que je ne lutte pas que quand tout le monde lutte. J'essaye de défendre les intérêts de tout le monde le plus possible et tout le temps. Ceci dit, quand tout le monde part dans le mouvement, vu qu'on veut garder et l'unité et rassembler l'ensemble, et donc entre autres les non-syndiqués, et on en a beaucoup dans notre coordination, ça nous semble indispensable, parce qu'on veut avoir... Mais ça veut dire que vous cherchez à rattraper le train en marche? Non, on ne cherche pas à rattraper le train en marche. Non, mais en plus, on ne cherche pas du tout à rattraper le train en marche, simplement, on dit que c'est l'Assemblée Générale des grévistes qui doit être décisive et souveraine. À partir du moment où on dit ça, cette Assemblée Générale, elle doit élire des représentants qui la représentent. J'ai même vu des textes référendum de lutte. On fait des référendums de lutte. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'adaptation du langage là-dessus. On n'a pas parlé de référendum. D'abord, on a horreur de tout ce qui est référendum. Mais on vote, comme votent les travailleurs quand ils sont en lutte, à main levée. Vous votez à main levée, vous? Oui, on vote à main levée parce que c'est pas un vote... Ça, c'est un des problèmes que je m'en soulevais. C'est qu'au fond, souvent on reproche aux coordinations ou aux syndicats de ne pas faire des votes à bulletin secret, des votes réguliers, comme on dit. Je ne sais pas, mais toujours est-il que nous, on pense que ce qui renforce les travailleurs dans la lutte, c'est d'être tous ensemble et que d'essayer de les isoler pour les faire voter dans les coins, ça ne va pas dans le sens de la lutte. L'objectif d'une coordination, c'est pas de penser aux négociations pour nettement plus tard et tout ça, c'est de mobiliser et de se battre sur les revendications qu'on a décidées. Chez nous, on avait... plusieurs syndicats qui avaient fixé des revendications depuis très longtemps sur ce qu'on demandait. À partir du moment où le mouvement est parti, où on a occupé l'ensemble de nos garages et bloqué les centres de tri, ils sont allés négocier parce qu'enfin on acceptait de négocier avec nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, ils ont mis les revendications sous la... Pas tous. Je dis pas tous. Je suis syndiqué à la CGT. C'est vrai que la CGT a maintenu ses revendications. Mais c'est j'ai pas fini. Je reste pas fidèle parce que d'ailleurs, si Henri Krasuki peut m'affirmer ici qu'il n'est pas contre les coordinations, ça fera du bien à pas mal de quelques de mes camarades dans mon garage, dans mon syndicat qui ne sont pas encore... Vous êtes contre la coordination, oui ou non? Je suis pour les coordinations qui correspondent à quelque chose de réel, et je trouve que ce n'est pas une règle et une méthode. Ce qui m'intéresse, c'est le besoin énorme d'union que les salariés éprouvent parce qu'ils sont dans la lutte. C'est ce qu'ils racontent. Oui, ils sont dans la lutte. Je sais très bien comment ça se passe chez vous, y compris là dans le dépôt où tu es. Mais je suppose, moi je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la CGT, mais je sais que... Je sais comment ça se passe. C'est tout un problème démocratique. Mais si ça se passe très bien, l'Assemblée Générale, tout le monde y était,
c'est la CGT qui l'a organisé, vous avez voté, vous avez décidé, vous, de voter à main levée, mais ailleurs, ils ont voté à bulletin secret, et vous avez voté à 99% la grève. C'est quoi le meilleur principe de vous? Bulletin secret ou main levée? Ah, c'est ce qu'ils veulent. Là, là-dessus, oui, parce que notre position à nous, c'est, j'entends bien, ce besoin d'union s'accompagne d'un besoin de démocratie. Ça, c'est la vie, c'est la mentalité d'aujourd'hui à laquelle le syndicat doit s'adapter. Nous en sommes. Et nous sommes d'accord pour considérer que si le syndicat, la CGT pour ce qui nous concerne, a sa responsabilité de proposer, de réfléchir, il n'a pas exercé une tutelle sur les travailleurs. Au contraire, remettre aux salariés la maîtrise de leur mouvement en jouant son rôle d'organisation syndicale, mais en ne signant pas sans avoir l'avis des travailleurs. Parce qu'on parle beaucoup de tout, sauf des signatures qui se font sans l'avis des salariés. Allez-y, André Bergeron. Alors, moi, je suis résolument pour le vote à bulletin secret. Je suis contre. Pourquoi? Parce que ça offre des garanties que n'offre pas le vote à main levée. Nous savons tous comment les choses se passent, n'est-ce pas? On réunit les gens, voter à main levée, c'est d'abord certains ne souhaitent pas se manifester d'une manière différente. La véritable démocratie, c'est permettre à chacun de se prononcer librement avec les garanties nécessaires. Je suis donc résolument et depuis toujours en faveur du vote à bulletin secret. Ça m'étonne pas, mais c'est pas la démocratie des travailleurs. Non, mais ceci est une autre chose. Il n'y a pas de démocratie des travailleurs ou pas des travailleurs. Il y a la démocratie tout court. Or, moi j'estime... Elle n'est pas venue par les élections, la démocratie. Peu importe. Elle est venue dans la rue. Oui, mais ça c'est une autre conception, c'est pas la mienne. Moi je suis... C'est 1789. Je suis pour le vote à bulletin secret, y compris pour le déclenchement des grèves. On ne peut pas toujours le faire, j'en conviens. Mais enfin, il faut permettre aux gens de se prononcer librement, sans pression de quelque nature que ce soit. Je le dis franchement. Jean Bornard. Moi, je voudrais poser deux questions à nos collègues des coordinations. Oui. Premièrement, on ne serait pas syndicalisme si on n'avait pas un avis favorable à la défense du métier, de qualification ou de groupe, ça c'est sûr. Mais le problème qui est posé dans une boutique, quelle qu'elle soit, c'est quand même de situer ça par rapport aux autres. Si on ne le fait pas, mais les gens vont se battre entre eux. Alors non seulement il y a une association, mais il commence à y en avoir plusieurs des coordinations. Mais on n'est pas des corporatistes. Je vais très rapidement. Mais vous sentez le risque d'opposition terrible qu'il peut y avoir dans ce domaine. C'est ce que disait Paul Markelly. Premièrement. Première question. Deuxièmement, ce genre de syndicalisme qui s'invente, comme disait le collègue, vous sentez bien qu'il est un peu limité. Demain, on va avoir le problème de la sécurité sociale. Comment on va résoudre le problème de la sécurité sociale? Le problème du chômage, de l'indemnisation, des cotisations. Vous sentez bien que la pyramide monte. Le syndicalisme, il est profondément dans l'entreprise, mais il déborde. Et ça, il faut bien le traiter globalement. Comment est-ce que vous résolvez ces problèmes à partir de la coordination des chauffeurs ou la coordination des infirmières? Réponse rapide, et puis on évoquera un autre problème. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'a absolument rien de corporatif. Je vais aller très vite. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Simplement, tout le monde en a marre de l'austérité. Et alors vous dites c'est corporatiste, mais qu'est-ce qu'on voit? Non, il évoque des associations multiples qui se créent. Oui, mais nous on voit partout des gens, on a eu les centres de tri avant nous, aujourd'hui c'est les chauffeurs, mais on est tous partis exprimer différemment de ça, mais sur la même chose. On veut plus de pognon, parce que moi j'ai 8 ans de boîte et je gagne même pas 6 000 francs, y compris ma prime de conduite. On en a marre d'avoir payé l'austérité. Quand on les laisse faire des bénéfices sur notre dos, ils font des cracks tout seuls. Et il faut que ça revienne un petit peu, c'est tout. Et les coordinations, c'est pour mobiliser et gagner sur nos revendications. Et non pas pour vous regarder discuter comme ça. Je voulais juste dire que particulièrement pour la santé, c'est un secteur qui n'a jamais été considéré comme une priorité. Et je crois que nous, les infirmières, on a... Sauf dans les discours. Comment? Sauf dans les discours. Sauf dans les discours, exactement, parce que pratiquement, je crois que nous sommes particulièrement un secteur archaïque dont on ne s'est jamais occupé. Et les infirmières, on revendique des choses qui n'ont jamais été... L'association multiple, ça, effectivement, c'est une remarque au fond... Non, c'est pas une association multiple. Ce qui s'est passé par rapport à la coordination qui, effectivement, a décidé de se structurer en association, c'est d'une part parce que nous engageons une phase de prolongement. Bon, Monsieur Krasuki parlait de signature. C'est vrai que des organisations syndicales ont signé un protocole d'accord qui a été refusé massivement
par toutes les infirmières. Donc excusez-moi, ça s'est pas fait à main levée, ça s'est fait dans la rue. Il y avait 100 000 infirmières dans la rue qui ont crié « accord signé, rien n'est réglé ». Et je crois que là, c'était réellement le symbole d'un mécontentement de toute la profession. Donc on continue. Nous, ce qu'on veut, c'est retourner dans nos services demain dans les mêmes conditions qu'avant. Ce n'est plus possible. On ne veut plus. On s'est mobilisé. On a pris des années avant de le faire. Maintenant, on est dans la rue et on est prête à aboutir. Donc je crois que... Sylvia Marion, juste une réponse et puis on aborde un autre projet. Attendez, Sylvia Marion répond. Tout le monde répond. Attendez, Sylvia Marion. Pour moi, les syndicats, c'est effectivement une permanence. Enfin, une permanence des choses. Il y a effectivement des tas de choses qui ont été dites qui montrent qu'effectivement les syndicats sont importants pour la permanence des choses. Mais c'est vrai qu'au niveau du mouvement de masse, je dis qu'aujourd'hui les syndicats, c'est plus le mouvement de masse. C'est souvent les coordinations, c'est souvent les comités de grève, etc. Bon. Mais pourquoi pas? Quel est le plus grand syndicat? C'est celui des non-syndiqués. Hein, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas en définitive le fait de l'acceptation par les syndicats des coordinations, des comités de grève dans le mouvement, qui aussi sont capables de pousser les syndicats, de les obliger à aller plus loin. Comme aiguillon, quoi. Voilà, comme aiguillon, et puis qu'à partir de là, les syndicats sont aussi la permanence. Parce que je ne crois pas non plus, effectivement, je ne crois pas tellement au fait de recréer d'autres syndicats nouveaux. Ce serait dommage. Il y a effectivement... Ça va, il y a ce qu'il faut. Qu'il y a un paysage syndical en France qui est comme il est, bon, il est comme il est. Qu'il y ait une diversité, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais il ne faut pas non plus qu'on multiplie ça à l'extrême, parce que ce serait totalement grave. Une question très courte. Très courte, c'est tout simplement... Pour vous, c'est vrai que certains syndicats ont signé un accord qui a été rejeté par la masse des infirmières. Mais pourquoi ne pas dire tout simplement que certaines organisations n'ont pas voulu signer sans l'opinion des infirmières? C'est notamment le cas de la CGT. Pourquoi ne pas le dire? Pour l'information, l'objectivité. C'était la question d'Henri Krasuki. À laquelle vous répondez? Oui, je dis que c'est très bien qu'effectivement, la CGT en particulier, il n'a pas signé. Paul Barthélémy, la CGT, elle n'a pas signé. Bon, nous, ce qu'on continue de dire de toute façon, y compris que les infirmières sont toujours en lutte, remanifesteront d'ailleurs le 14 novembre et le 1er décembre. Et bon, messieurs, je vous interpelle, les infirmières continuent de vous demander d'être à leur côté le 1er décembre, sachant que là, il s'agit des effectifs et plus particulièrement. Je crois qu'il est un petit peu nécessaire d'avancer, ne serait-ce que pour essayer de réfléchir un peu plus loin, peut-être au syndicalisme de demain, des années à venir, et au syndicalisme européen. Moi, je voudrais vous proposer une réflexion que nous avons tirée en analysant un peu ce qu'était la Fédération de l'Éducation nationale, et ce qu'on appelle plus globalement, mais c'est peut-être un terme impropre, ce qu'on appelle un syndicalisme de service, c'est-à-dire qui crée des filiales qui sont tout à fait indépendantes, bien sûr, mais qui permettent à leurs adhérents de profiter d'un certain nombre d'avantages. Paul Barthélémy, elle pas signé. Bon, nous, ce qu'on continue de dire de toute façon, y compris que les infirmières sont toujours en lutte, remanifesteront d'ailleurs le 14 novembre et le 1er décembre. Et bon, messieurs, je vous interpelle, les infirmières continuent de vous demander d'être à leur côté le 1er décembre, sachant que là, il s'agit des effectifs et plus particulièrement. Je crois qu'il est un petit peu nécessaire d'avancer, ne serait-ce que pour essayer de réfléchir un peu plus loin, peut-être au syndicalisme de demain, des années à venir, et au syndicalisme européen. Et moi, je voudrais vous proposer une réflexion que nous avons tirée en analysant un peu ce qu'était la Fédération de l'Éducation nationale et ce qu'on appelle plus globalement, mais c'est peut-être un terme impropre, ce qu'on appelle un syndicalisme de service, c'est-à-dire qui crée des filiales qui sont tout à fait indépendantes, bien sûr, mais qui permettent à leurs adhérents de profiter d'un certain nombre d'avantages. Alors, on a fait une sorte de catalogue avec Florence Viel-Canet, vous allez le regarder, et puis ça permettra peut-être de réfléchir à ce que peut devenir, à l'image des syndicats allemands, le syndicalisme français dans les années prochaines. Mais je peux vous poser une question. Attendez, reportage. Cléo, professeure de biologie au collège Jean Moulin à Montreuil. Début 88, elle a adhéré à l'un des syndicats de la Fédération de l'Éducation nationale, plus connu sous le nom de FEN. Ce n'est pas une militante dans l'âme. À l'image de beaucoup de profs, elle s'est acquittée de sa cotisation à la FEN dans le but de se protéger, au cas où. Je suis inscrite à un syndicat appartenant à la FEN pour ma catégorie de professeur, parce que d'abord collectivement, ça peut apporter un poids, un soutien en cas d'action. Et puis, ça peut apporter un soutien lorsqu'on désire une mutation, par exemple. À côté de ça, il y a l'Empire FEN. Cléo peut placer FEN, emprunter FEN, voyager FEN et même se soigner FEN grâce à une 50aine d'associations émanant du syndicat. La Maïf, par exemple, c'est une mutuelle d'assurance qui a des tarifs compétitifs, je crois, et qui assure en même temps l'appartement. Qui prend en charge également mon enfant, mon chat. Donc la mutuelle est intéressante pour moi.
C'est beaucoup moins cher qu'une assurance normale? Oui. Vous savez le pourcentage? Non. Grâce à son inscription à la Maïf, elle a accès à un magasin de vente par correspondance, la Camif, moins cher qu'ailleurs, qui lui reverse une partie de ses bénéfices en fin d'année. Il y a une réduction, c'est un accord qui a été passé avec la Camif, avec les constructeurs automobiles, Renault, Peugeot. Ouais. Il y a donc des pourcentages accordés aux sociétés à Camif. Bonjour. Je voudrais sortir de l'argent, s'il vous plaît. Oui, vous avez un chéquier? Je voudrais 700 francs. On m'a parlé de la CASDEN. À vrai dire, j'ai pas tellement compris l'intérêt que j'y avais. Je sais qu'il y a des prêts avantageux, mais en tout cas, je m'y suis inscrite. Merci beaucoup. Vous pouvez, par exemple, chez la CASDEN, trouver des prêts à court terme qui commencent à 1,50%, des prêts moyen terme de l'ordre de 5 à 6 et des prêts à long terme à 7 ou 8%. Bon, comment on obtient des taux aussi avantageux qui se trouvent rarement ou même pas du tout sur le marché? C'est simplement parce qu'il y a un principe de réciprocité qui prend en compte les dépôts de nos sociétaires. La MGEN, bon, c'est la mutuelle maladie. Ça rapporte, je sais pas bien ce que ça rapporte, mais enfin bon, j'y suis comme je crois beaucoup d'enseignants. L'Amgen, c'est le plus important groupe au monde de couverture vieillesse. Elle possède une quarantaine de maisons de santé, de retraite ou de convalescence. Par son intermédiaire, Cléo pourra même enterrer ses proches à des prix défiant toute concurrence. Nous avons mis à la disposition de l'MGEN le service de funérailles. Nous inhumons 1800 personnes en moyenne chaque année à des tarifs préférentiels. Comme quoi portefeuille et idéologie peuvent faire bon ménage. Une formule magique longtemps attractive pour la FEN, aujourd'hui accompagnée d'un empire de 35 milliards de francs à la tête d'une fortune immobilière. Est-ce que vous savez que tous ces organismes-là ont été créés à l'origine par des gens de la FEN, des syndicalistes de la FEN? Non, je ne savais pas. Si elles manifestent ensemble, les 51 mutuelles et coopératives se sont éloignées du syndicat. Elles ne sont pas aujourd'hui réservées aux militants FEN, mais ouvertes à tous les enseignants. Ce que vous appelez l'empire de la FEN n'est pas un groupe structuré et verrouillé comme un groupe capitaliste. Chacune des organisations, des 51 organisations, est strictement indépendante, pour une raison bien simple d'ailleurs, ce qui tient à son statut. La loi ne permet pas que d'autres que des sociétaires contrôlent et dirigent une association, une mutuelle, une compagnie d'assurance à forme mutuelle ou une coopérative, même si c'est une banque. Alors, faute d'empereur, il n'y a pas d'empire. Les milliards des enseignants augmentent ainsi chaque jour, formant avec le syndicat un formidable lobby. État dans l'État, les mutuelles FEN ratissent de plus en plus large et sont devenues de pures et simples entreprises capitalistes. Elles restent liées au syndicat par un réseau d'amitié et une clientèle d'enseignants commune. Mais, alors que la FEN a besoin de syndicalistes militants et de cotisations, elle ne reçoit de son empire ni soutien dans le recrutement, ni aide financière. Je vais voir Ivry Poche, s'il vous plaît. Oui, entrez, il vous attend. Il n'y a aucune circulation d'argent entre la FEN et Il n'y a l'Amgen. absolument aucune circulation d'argent. Il y a simplement dans les instances administratives de ces différentes organisations, que ce soit des associations, des mutuelles, des coopératives, des banques, des militants, comme vous et moi, et qui expriment leur volonté d'organiser au mieux la solidarité au plus proche des besoins des adhérents des différentes organisations. Vous êtes le syndicat le plus riche? Je suis incapable de répondre à cette question. Je peux avoir votre fiche de paye? Absolument. Vous allez avoir la fiche de paye d'un professeur de lycée professionnel. Vous n'êtes pas payé par la FEN? Je ne suis pas payé par la FEN, je suis payé par mon organisation d'origine. Et en fin de carrière, je touche 10 533 francs 68. Et votre secrétaire? Marie-Thérèse, qui est chargée de comptabilité, eh bien, coûte mensuellement à la FEN 7 696 francs 95. Au vu de ces résultats, l'exemple de la FEN n'est pas très convaincant. Et pourtant, le syndicalisme de service est utilisé avec succès par les Allemands et beaucoup de syndicats français y voient une des solutions pour sortir du marasme. Grâce au service, ils arriveront peut-être à renflouer les caisses et renforcer les troupes. Réaction Yannick Saint-Bron sur ça, c'est un peu étonnant parce qu'on ne savait pas que vous aviez un côté un peu tentaculaire, que vous aviez plein de filiales, quoi, un peu, non? Oui, voilà. Alors, que les choses soient très claires. La plupart de ces organismes n'ont pas été créés par l'organisation syndicale, mais ont été créés par des gens de la profession. Par des adhérents, oui, par des gens de la profession, que les choses soient très claires.
Et chacune de ces organisations est parfaitement indépendante et suit des règles tout à fait strictes et rigides. La coopération et la mutualité sont très surveillées dans notre pays. Il y a simplement un ensemble... C'est un côté lobby, quand Florence Diacalé parle de lobby, non? Parce que c'est un côté sectoriel. Mais il y a surtout un ensemble, une espèce de communauté de valeurs, d'idées et d'actions qui est tout à fait évidente et qui est assez décisive. Je crois que vous n'utilisez pas assez ou les comités d'entreprise dans lesquels vous êtes tous très puissants, aussi bien chez EDF que chez Thomson ou autres, où finalement les salariés viennent et puis ils demandent des vidéocassettes, des voyages, etc. Ils ne savent même plus que la personne qui est en face d'eux est syndicaliste. Est-ce que ce n'est pas dommage de laisser tomber un moyen qui pour vous serait très efficace de, je dirais pas rameuter du monde, mais presque? André Bergeron. Lorsqu'on a créé les comités d'entreprise après la guerre, on connaissait une période de pénurie. Les comités d'entreprise ont acheté en gros pour vendre dans de meilleures conditions ou pour offrir ce qu'on ne trouvait pas ailleurs. Et les patrons ont laissé faire, étant donné que dans l'esprit des créateurs des comités d'entreprise, l'essentiel, ça n'était pas ça. Vous parlez des expériences allemandes. Allemandes, c'est ça, oui. Bien. Moi, je suis par principe en faveur du syndicalisme à base multiple. Et nous avons pour ça veut dire quoi concrètement pour expliquer aux téléspectateurs? Ça veut dire qu'à Force ouvrière, nous avons par exemple une puissante organisation de défense des consommateurs. Ah, c'est ça. Donc c'est un aspect du syndicalisme à base multiple. Mais il faut également voir les limites de tout cela. Prenons l'exemple des syndicats allemands. Ils étaient propriétaires de la 4e banque de l'Allemagne fédérale et d'une société de construction, une multinationale, la Neuen Heimat. Tout ça a dégringolé et ça a manqué, entraîné avec la dégringolade le syndicalisme lui-même. Ça a été, on a connu des difficultés extrêmement graves. C'est la raison pour laquelle autant je suis pour le syndicalisme à base multiple, autant je dis que l'essentiel doit rester le syndicat. Il ne faut pas oublier que nous avons beaucoup de gens qui ont des activités dans des organismes de cette sorte, mais qui négligent en contrepartie l'activité syndicale. Il faut que les frontières soient bien affichées. C'est un problème qui est très réel, qu'il faut bien considérer. Paul Marchelli. Oui, je voudrais dire, Claude Sérillon, que je suis de plus en plus surpris et je dirais même gêné et mal à l'aise. Pourquoi donc? Un quart, ça doit faire 1h15 qu'on en prend plein la gueule, il faut dire les choses comme elles sont, et tous les 6. Non, pas du tout. Un état des lieux et on pose des questions. Parler. Bon. Et nous allons terminer l'émission sur un aspect commercial, lucratif du syndicalisme. Vous savez que moi, si j'étais téléspectateur, ça ne me plairait pas plus beaucoup le syndicalisme tel que vous le présentez. Finalement, vous êtes en train d'expliquer, parce que le final, c'est ce qui compte. Hein, le final, c'est de savoir comment les syndicats vont évoluer dans les années à venir. Vous allez terminer votre émission en expliquant que finalement, ce qui est bon pour le syndicalisme... moi, je n'explique rien. C'est de vendre des... rien, moi, je vous écoute, j'essaie de savoir. C'est de vendre de l'assurance auto ou éventuellement... Non, mais sur la question, regardez, M. Bergeron a répondu sur le syndicalisme à l'allemande, par exemple. Est-ce que vous, là-dessus, vous avez un avis? Mais nous avons normale tous des services plus... Nous avons tous des services que nous proposons à nos adhérents. Mais on n'en fait pas un fromage, permettez-moi l'expression. Je trouve un peu gros que pendant un quart d'heure, alors qu'on est en train de terminer une émission importante sur le pouvoir syndical, on nous réduise à des fonctions comme celle-là. Vous êtes bien d'accord? Je crois que ça n'est pas essentiel. Jean Bourdin. Moi, tout à l'heure, j'ai dit qu'il serait intéressant que les syndicats français aient plus de services. Je ne reviens pas dessus. Sans insister sur l'empire qu'on évoquait avec la FEN, pour dire que c'est quand même quelque chose. Mais pour montrer les limites de cette affaire, un simple témoignage sur le syndicalisme allemand. Il y a quelques années, on a eu un groupe de syndicalistes allemands qui est venu chez nous. On a discuté, on avait des Lorrains avec nous, aucun problème de langage. On a mis 20 minutes pour expliquer ce qu'était le mot militant chez nous. C'est-à-dire le gars, la fille, qui s'occupe du syndicat sans forcément avoir des heures syndicales, qui montrent cette espèce de particularité du syndicalisme français. Ça, c'est une richesse à préserver. Et puis, un mot encore, pour répondre un petit peu à Marchelli, je crois que le syndicalisme, il est revendicatif, il faut qu'il s'étoffe davantage avec des services, mais je crois qu'également, il faut qu'il se batte pour dépasser
le problème revendicatif dans les entreprises pour instaurer le salarié comme un véritable partenaire. Ça, je crois que si on n'arrive pas à faire que dans les entreprises, le syndicat ne soit pas que revendicatif, mais qu'il ait son mot à dire dans la gestion des entreprises, tout au moins dans l'orientation de la politique, sans confondre le pouvoir avec la direction, on aura un syndicalisme limité. Et ça, je crois que c'est vraiment l'avenir du syndicalisme, revendicatif, gestionnaire, mais également pleinement partenaire à part entière dans les entreprises. Je crois que c'est ça l'avenir. Tout d'abord, s'agissant de la diversité d'activités des syndicats, je crois qu'il n'y a pas de différence de principe. Naturellement, le syndicat doit pouvoir répondre à toutes sortes de besoins qui tiennent à la vie de la société. Oui, mais il doit pouvoir le faire. Il a un rôle à jouer, une responsabilité à accomplir. Cela étant, effectivement, sa fonction première, c'est quand même bel et bien la défense des intérêts des salariés en tant que salariés face aux employeurs. Et je vous dirais, puisque nous arrivons vers la fin de cette émission, ça serait quand même singulier qu'une émission qui devrait avoir un intérêt, et pour une fois qui nous réunit, j'espère, mais se termine sans qu'on évoque ce qui est en train de se produire dans ce pays. Un mouvement social qui prend une dimension phénoménale, qui va connaître des manifestations qui en a déjà connues, qui va en connaître de plus grandes dans les jours qui viennent. Je souhaite... Alors, il y a un besoin d'union dont on a parlé tout à l'heure, heureusement qu'on a pu en parler. Excusez-moi, attendez. Et je souhaite... Tout à l'heure, je vous donne la parole. Attendez, madame. Vous n'avez pas de micro, donc de toute façon, on ne vous entend pas. Venez par là. Attendez, madame. Vous n'avez pas de micro, on va aller vous chercher un micro, et puis on va vous demander ce que vous avez. Attendez, madame. On va aller chercher un micro. Non, pourquoi? Attendez. Vous restez près de moi, on va chercher un micro pour madame. Continuez. Attendez, madame. Laissez-moi diriger le débat, s'il vous plaît. On va vous chercher un micro, sinon ça ne sert à rien. Monsieur Krasuki, termine. Oui, allez-y. Je pense que... Allez chercher un micro pour madame. Il existe un besoin considérable des salariés de diverses professions, et dans tout le pays, d'union entre eux, d'union des organisations syndicales. Nous sommes pour, je le dis tout de suite, mais pour des résultats concrets. Or, actuellement, il y a négociation chez les fonctionnaires, ça touche une quantité considérable de gens. Dans ces négociations, va-t-on signer les propositions annoncées par le gouvernement et qui sont proprement imbuvables? Qui va les signer? Ça, c'est votre avis. C'est notre avis, oui. Et nous consultons les fonctionnaires. C'est une question énorme. Nous souhaitons que les syndicats se retrouvent, mais avec... les revendications telles que les ressortent. Jean Caspar pour le dernier mot, parce que je vais être obligé de conclure et j'ai promis à madame de donner la parole un tout petit peu. Jean Caspar. Oui, ce que je voudrais simplement dire, c'est que par rapport à la question qui a été posée sur le syndicalisme d'avenir, je crois que nous avons effectivement de sérieuses questions à nous poser. Nous avons à répondre à un certain nombre d'évolutions tout à fait importantes. Il est tout à fait vrai que notre langage ne correspond pas toujours à ce que ressentent profondément les gens. Il est tout à fait vrai qu'aujourd'hui nous sommes confrontés à des mutations importantes sur le plan technologique, sur le plan des cultures, qu'il nous faut intégrer. Nous essayons à notre manière, nous ne disons pas que nous réussissons, mais nous essayons à notre manière de répondre à ces questions. Mais ce qui me semble important, c'est que le syndicalisme redonne espoir aux salariés de ce pays pour faire en sorte que nous puissions effectivement construire une autre conception de la modernisation. Je crois que c'est ça l'enjeu effectivement qui est posé aujourd'hui au syndicalisme. Et je voudrais juste encore dire un mot qui me paraît important. C'est que agir dans une organisation syndicale, c'est bien sûr revendiquer, c'est bien sûr se battre, mais c'est aussi, à un moment donné, avoir le sens des responsabilités et de dire aux salariés que la lutte qu'on a menée permet effectivement d'aboutir à des résultats. Parce qu'il y a les salariés qui sont dans les entreprises, mais il y a aussi les chômeurs, les exclus, ceux qui sont pauvres, il y a les jeunes qui sont complètement marginalisés. Et le syndicalisme se doit de se poser ces questions et ne pas simplement se préoccuper des problèmes dans l'entreprise. André Bergeron, justement, madame, vous vouliez dire quoi? Vous êtes qui d'abord? D'abord, je suis journaliste. Oui. Il y a 12 ans de Ligue de droit de l'entreprise. Voilà, c'est un terme humoristique pour exprimer ce que ressentent tous les usagers et toutes les petites entreprises, les artisans, les commerçants. Ouais. On est au bord de licencier des gens. Tous ces gens-là datent du 19e siècle. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et nous, il y a 12 ans, j'ai connu le chômage. Oui. Et on a créé des entreprises.
Voilà. Bon, autrefois, vous défendiez les gens opprimés, maintenant vous défendez des nantis. Bon, voilà. C'est pas ce que j'ai dit. Les Hein. artisans, Vous avez pu dire, ils madame. sont au bout du rouleau avec ces grèves. C'est pas possible. Merci, il fallait madame. le Je dire. vous ai donné la parole. Merci. André Bergeron, puis ensuite je conclue, parce que Philippe Lefebvre nous attend. André Bergeron. Moi, vous savez, quand on parle d'adaptation du mouvement syndical, mais enfin, le mouvement syndical s'est adapté d'une manière permanente. Il ne faut tout de même pas oublier, encore une fois, que le syndicat s'est d'abord fait pour défendre les intérêts de ceux qui adhèrent au syndicat. Or, s'agissant des positions des syndicats les uns par rapport aux autres, je m'excuse, mais les premiers qui décident de notre comportement, ce sont nos adhérents. Or, cela est très important, vous savez. Sinon, on en arrive à des situations que plus personne ne contrôle. C'est un peu ce que nous commençons à vivre aujourd'hui. Ce sont nos adhérents qui font la loi de l'organisation. Nous essayons ensuite de convaincre un cercle plus large. Mais ou alors il n'y a plus d'organisation du tout, il n'y a plus, on ne contrôle plus rien. Il faut faire attention et il ne faut pas qu'on en vienne aussi à des comportements, à des excès ou à des phénomènes qui deviennent incontrôlables pour tout le monde et qui visent ou qui atteignent finalement un objectif exactement à l'envers de ce que les gens souhaitent. Merci messieurs, merci d'avoir fait l'effort d'être tous là. Je sais bien que le débat sur le pouvoir syndical, on aurait pu le continuer, mais enfin ce n'est qu'un début. Je voudrais dire deux choses. La première à propos de l'édition spéciale de la semaine dernière sur le marché de la mort, que bien évidemment nous n'avons pas voulu mettre en cause monsieur Yves Lancien, qui n'a rien à voir avec les affaires commerciales des pompes funèbres. Et puis dire que nos prochains thèmes d'édition spéciale, ce sera le football français, à 3 jours après Yougoslavie-France, et je crois que c'est bien intéressant de savoir ce qui s'y passe. On parlera d'un certain nombre de fraudes, notamment dans le domaine alimentaire, et puis dans le mois de décembre, nous enquêterons, nous avons déjà commencé à enquêter sur la DAS. Bonsoir, merci. À mon beau château.